si on visite une nouvelle ville, ça peut être aussi des moments un petit peu déterminés, un peu moins forts forcément, mais ça peut être pas mal quand même. Et la deuxième chose, c'est s'intéresser au projet de l'autre. C'est-à-dire que quand quelqu'un un véhicule amène un projet et que l'autre vient s'y intéresser alors que c'est dans son domaine. Moi, par exemple, Alain, quand j'ai écouté le premier livre sur les enfants, c'est vraiment pas sa cam. Il est gestionnaire. Il a lu mon livre. Et c'est vrai que c'était super sympa de voir qu'il s'intéressait à mon projet. Je pense qu'il n'avait pas du tout envie de lire ce livre. Mais il était sympa quand même, parce que de ce coup, ça me montrait que quelque part, voilà, il mettait quelque chose. J'ai une jeune de 18 ans, quand je présente ça dans mon cabinet, elle m'a dit mais on s'ennuie pas ici, quoi. Parce que c'est quand même plus fun ici, quoi. Et c'est vrai que je lui ai répondu, tu peux prendre de la cocaïne aussi, parce que c'est quand même l'effet drogant qu'il faut faire gaffe, parce que quelque part, c'est confondre l'amour, justement, un petit peu passionnel, qui est juste une bombe émotionnelle. Hein. Il n'y a pas de match, hein, si vous êtes dans un début de relation très passionnel, vous pouvez prendre ce que vous voulez dans vos activités, hein, faire un match de tennis, je sais pas, faire un gâteau au chocolat, vous n'aurez jamais l'intensité que vous avez là. C'est vrai que cette intensité-là, elle est juste énorme et elle fait un bien fou, quoi. Et on se rend compte aujourd'hui que de plus en plus, on nous invite à ça. Fais-toi plaisir, profite de la vie, on vit qu'une fois. Et là, c'est de dire, ça veut dire que c'est pas bien, mais il faut faire attention quand même, parce que ça donne vraiment cette notion qu'aujourd'hui, on cherche ça. C'est sûr que sur le plan psychologique, l'apaisement, on va trouver à droite. Tout est ok, hein, on s'entend bien, mais c'est juste d'être consciente qu'en tout cas, ça se présente de cette façon. Ça va? La dopamine? Ouais, on peut. Je vous laisse. Attendez, parce que là, il faut que. Je vais vous montrer une vidéo. Ouais, c'est ça. Vous la retrouvez dans le film. Vous la retrouvez dans le film de Bridget Jones pour les fans. Il y a Daniel et Marc Darcy. Daniel, c'est juste le tombeur et qui active la dopamine de Bridget. Marc Darcy est un petit peu plus dans l'ocytocine, quoi. On voit bien le contraste des deux bonhommes. C'est vrai qu'après, faites votre choix. Moi, j'aime que Marc. Pardon? Ah oui, c'est gênant, ouais. Ah, mais ça, je ne veux pas. Ceux-là, je les retrouve au cabinet, en fait. Il y a trop de... Je vous montre une vidéo qui explique un petit peu cette histoire de dopamine et d'ocytocine. Je trouve qu'elle est très parlante et elle peut lancer un petit peu le truc. People equate the two, but I'm here to tell you that they are completely different. The extremes of pleasure all lead to addiction, whether they be substances or behaviors. That feeling of one with the world, if you will, that thing we call happiness. So what? Dopamine excites the next neuron. And neurons, when they're excited too much, too frequently, tend to die. Next time, you need a bigger hit to get the same rush. Respire, ça, tu veux ça. Pas t'endormir. Ah non, je dors.
so you can't overdose the serotonin neuron. So the more pleasure you seek, the more unhappy you get. Ça calme, hein. Oui. Oh, ouais. Ça veut dire quoi? Bah, qu'ils vont mieux être raisonnés que... Ah, c'est ça. Hein. Elle a dit que plus tu cherches le plaisir, plus tu risques d'être malheureux. Plus tu... Risque d'être malheureux. Ouais, ça... Ah ouais. Alors, si je reprends la vidéo ici, en fait, ce qu'il évoque surtout, c'est la notion de désir. Et on se rend compte que le désir, il n'est pas dans les émotions positives. Le désir est plus dans les émotions négatives, puisqu'il correspond aux addictions. Et effectivement, une surdose de dopamine peut amener une addiction. C'est là que ça devient compliqué. Sinon, bien sûr que la dopamine, c'est sympa. Hein. C'est de dire à petite dose, ça fait du bien. C'est que ce soit... voilà. Mais le désir, justement, amène cette notion d'addiction, alors que l'amour est beaucoup plus dans quelque chose de différent à ce niveau-là. Mère, ta mère. Tout ça pour dire qu'effectivement, qu'il y a un peu de dopamine aussi, qui est de l'ocytocine, qui est de la sérotonine, et de l'endorphine, c'est un petit peu ces molécules qui vont nous permettre d'aller bien. Et dans les relations sociales, les études ont montré que, bien évidemment, toutes ces relations sociales en harmonie amènent toutes ces molécules. Et c'est là où ça devient sympa, aussi bien dans les relations d'amour que dans les relations d'amitié ou dans les relations familiales. Et là, le but maintenant, c'est de dire, voilà, en sachant que l'harmonie reste quelque chose d'important, comment on retrouve un petit peu cette harmonie. Et ça, sur le plan du... Alors, j'avais fait une super animation, j'ai dû prendre l'autre PowerPoint, tout est tombé, mais je vais vous l'expliquer avec mon petit viseur. En fait, quand j'ai des patients, je leur dis, voilà, il y a des choses qu'il faut savoir sur le fait que comment on fait en sorte pour que la qualité de la relation soit le plus importante. Et ça, souvent, on l'oublie. On va beaucoup dans le j'ai raison, t'as tort, et dans les couples, à un moment donné, quand on se dispute, ce genre de modèle peut nous aider à comprendre un petit peu les relations. C'est de la communication non violente de Rosenberg. Et le point de départ, c'est de comprendre que les besoins de l'un et les besoins de l'autre ne sont jamais jugeables. Chacun a des besoins, ils ne sont pas jugeables. Après, qu'est-ce qu'on en fait? On les observe. Et forcément, on a un ressenti. Et on crée la demande. Je vous donne un exemple concret qui ne me met pas en valeur. Tant pis, quitte à être grillé. Moi, j'ai un besoin, quand je voyageais avec mon chéri, tant que ma fille était mineure, c'était de prendre 2 avions différents. C'est pas très rationnel, c'est plutôt anxiogène. Et ça veut dire que je voulais pas prendre le même vol parce qu'elle est fille unique et je me suis dit, voilà, si on prend le même vol et qu'il s'écrase, elle n'a plus de famille. Donc potentiellement, même si j'en ai un peu dans la salle quand même qui m'aurait un peu aidé, et je me suis dit, moi, on le fait pour beaucoup d'entreprises, mais on le fait pas dans les couples. Et donc moi, mon besoin, c'était de prendre 2 avions différents. C'était pas du tout le besoin d'Alain. Lui, il trouvait ça mais complètement ridicule, parce qu'il n'y a pas d'anxiété, et c'était vraiment pas son besoin. Si Alain me dit, t'as tort, c'est n'importe quoi, ton besoin il est débile, d'accord? C'est du jugement. Et ça, forcément, ça va amener au clash. S'il entend mon besoin, il ne me juge pas. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Donc moi, je suis allée demander. La demande, c'est quelque chose, moi j'ai été éduquée où, pour être un enfant poli, il ne fallait pas demander. Et je trouve que dans les couples, souvent, on ne demande pas. Peut-être parce qu'on a peur de se prendre un râteau. Prendre un non, c'est difficile. Mais le fait de demander, ça simplifie tellement les relations. Donc moi, j'ai dit à Alain, écoute, je suis embêtée, mais j'aurais besoin qu'on prenne 2 avions. C'est OK pour toi? C'est OK pour toi, c'est beaucoup dans... parce que, voilà... Allez, j'ai plein de copines qui m'ont dit, mais moi, mon mec, il t'aura envoyé bouler, quoi. Il n'aurait jamais accepté ça, ce que je peux entendre. C'est peut-être pour ça que je ne suis pas avec leur mec, d'ailleurs. J'ai pris quoi. Mais là, mon besoin était... Mais des fois, c'est les besoins d'Alain qui sont complètement débiles à mes yeux. Bien sûr que je ne juge pas. Mais c'est juste de dire qu'il n'y a pas de vérité sur les besoins de l'un et de l'autre. C'est juste de dire à un moment donné, comment est-ce qu'on entend les besoins de l'autre, quels qu'ils soient. Et ça, je trouve que c'est compliqué. Parce que forcément qu'on a... D'ailleurs, je m'amusais en soirée. Au début, j'avais un petit peu honte. Je n'étais pas dans la bonne émotion. Puis après, je m'amusais en soirée. Je disais que j'avais besoin de prendre 2 vols. Et je voyais tout de suite les gens qui étaient dans le jugement. Ils me disaient, mais c'est n'importe quoi, Karine. T'as plus de risques en voiture qu'en avion. C'est vrai, hein. Ils ont raison. Et en même temps, un besoin, je ne vois pas pourquoi. Et il y en a d'autres qui me disaient, ah ouais, tu fonctionnes comme ça, toi? Ça, c'était plus juste, quoi. Parce que quelque part, effectivement, c'est pas une vérité. Je vous rassure, il a des besoins aussi qui sont des fois casse-pieds. Et effectivement, c'est l'harmonie qu'on trouvera dans l'entente de ça, quoi. Mais dès qu'on est dans une relation où à un moment donné, on est jugé dans nos besoins, c'est déjà le bazar. Et là, dans les couples, je dis toujours, observez les besoins de chacun, quoi.
et que ce soit même nos enfants, que ce soit dans toutes les relations, on ne se rend pas compte à quel point la demande va être quelque chose où on va se respecter différemment, quoi. Ça va? Alors ça, c'est l'analyse c'est le triangle de Karpman. Vous devez peut-être le connaître, ceux qui sont venus voir mes conférences sur les enfants, ils ont déjà vu un petit peu ce jeu de rôle. Je vous fais un jeu de rôle, vous êtes d'accord de jouer avec moi? Je suis au travail, et je suis à la pause café, et mon collègue, j'arrive et je lui dis oh, je suis super embêtée, on est vendredi matin, je dois partir sur Metz pour la conférence ce soir. On est à Lille, forcément, et mes essuie-glaces sont tombés à panne. Et dans le Nord, vous savez qu'il pleut, potentiellement. Et mon collègue, je lui dis, je suis dégoûtée, je ne peux pas partir sur Metz ce soir, mes essuie-glaces sont en panne. Qu'est-ce que vous répondriez à votre collègue qui vous dit qu'elle veut partir sur Metz et qu'elle est coincée? Je t'emmène? Ouais. Change tes essuie-glaces, ok. Prends le train, ok. Ok. En fait, vous vous rendez compte que tous, vous me proposez des solutions, d'accord? C'est super gentil, hein, en soi. Aussi. Mais de toute façon, quand je viens proposer, quand je viens me mettre en posture, allez, entre guillemets, de victime, c'est-à-dire je viens avec un problème, d'accord? Notre réflexe à tous, beaucoup, c'est de trouver des solutions. Quel est le problème? J'ai rien demandé. J'ai rien demandé. Vous allez dire, oui, mais t'as quand même insinué que tu cherchais. Ou pas. Peut-être que je suis un peu dans cette manipulation-là, et c'est pas très sympa. Parce qu'une vraie relation sympa, c'est de dire à mon collègue, oh, dis donc, je suis dans la mouise, je dois partir sur Metz, tu veux pas me trouver une solution. Ça, c'est une relation où on va tomber. Mais là, on interprète une demande. Là, le gars, s'il me trouve des solutions, il interprète une demande. Or, il n'y en a pas. Et donc, comme moi, je ne suis pas en demande, il va me dire, bah, fais Blablacar, prends une voiture, puis je vais dire non, 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 parce que potentiellement, je ne suis pas forcément en demande. Alors, vous allez dire, bah, pourquoi tu te plains alors? Bah, je me plains pas, je raconte ma vie. J'arrive à la pause café, j'ai le droit de raconter ma vie, sinon on ne parle plus. Hein. Si on ne raconte plus les trucs qui nous arrivent, il n'y a plus de discussion. Donc, ça veut dire que quand j'arrive à la pause café et je raconte ça, je ne suis pas forcément en train de demander une solution. Et donc, je suis victime. Lui, il cherche à être sauveur, puis au bout d'un moment, il va en avoir marre parce que je vais dire 50 fois non. Et qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va passer persécuteur. Il va me dire, oh, et c'est bon, hein, bah, arrête de te plaindre ou reste chez toi, quoi. Et j'aurais dire, on part forcément dans une engueulade quand on est là-dedans. Et dans les couples, on n'imagine même pas à quel point on joue là-dessus. Et je vous donne un exemple, je vous donne mes exemples perso, je ne vous raconte pas ma vie, mais c'est pour illustrer un peu. Un soir, Alain, il rentre et il me dit, mon ordi s'est planté, j'ai tout perdu. Ce soir-là, j'étais bonne, parce que j'aurais pu être persécuteur. Bon, j'y ai pensé d'ailleurs, parce que dans ma tête, mon premier réflexe, ça aurait été de dire, eh bien sûr, t'as pas fait de sauvegarde. C'est vraiment grave. Pas besoin, tout le monde sait qu'il faut faire des feux de sauvegarde. Et j'y ai pensé, hein, je vous promets, j'y ai pensé, mais le jour-là, j'étais bonne, j'ai rien dit. Et je me suis dit, ah mince, qu'est-ce que tu vas faire? Là, j'étais en réponse qu'il fallait. Et je me suis posé la question de pourquoi je passe en persécuteur quand il me dit qu'il a pu ses données sur son ordinateur. Parce que moi, j'ai envie que mon chéri aille bien. Et donc, quelque part, j'aimerais le sauver. Sauf que je suis une buse dans l'ordinateur. Donc, de ce coup, je ne peux pas le sauver. Et donc, je passe persécuteur. Et dans les couples, on ne se rend même plus compte. À chaque fois, on va être là-dedans. Votre chérie, elle va rentrer, elle va dire oh, le patron, il m'a dit ça. Et là, bim, bah, t'as qu'à lui répondre ça, t'as qu'à lui dire ça. Et en fait, ça se trouve qu'elle est déjà pas en demande ou pas en capacité de le faire, et ça cloche. Et en fait, on est toujours à jouer. Alors, c'est super sympa d'être altruiste, c'est super sympa d'aider, mais posez-vous toujours les 4 questions. Pour aider, il faut qu'on réponde oui aux 4 questions. Est-ce qu'il y a une demande? Si on n'a pas, vous la formulez. Hein. C'est-à-dire que quand le collègue me voit arriver et que je lui dis que j'ai plus d'essuie-glace, il pourrait me dire, Karine, est-ce que tu veux que je te trouve une solution? Si là je lui dis, non, c'est juste pour dire comme ça, quoi. Ah, on arrête, quoi. On n'aide pas, en tout cas. La deuxième, c'est est-ce que j'ai la compétence pour l'aider? Là, vous dites, bon, hein, pour m'aider sur la voiture, il y a des fois, forcément, sur des personnes malades ou des choses, on n'a pas la compétence. Et là, ça devient plus compliqué. La troisième, c'est est-ce qu'on a envie? Et ça aussi, notre besoin est aussi important sur l'offre. Et il faut s'autoriser des fois à dire, bah, j'ai pas forcément envie. Est-ce que la relation est saine? Bien sûr que j'espère que dans les couples, la relation est saine, et bien sûr qu'on ait envie, mais des fois, il n'y a pas la demande. Je
Je vous raconte une anecdote quand même pour bien expliquer ça, c'est qu'une fois j'ai une femme qui est venue en séance et elle m'a dit ma fille me dit que depuis que je vous vois, je deviens très désagréable. Ah bon, je lui dis qu'est-ce qui se passe? Elle dit je vais vous raconter ce qui s'est passé. Elle était à la gare de Lille, elle m'envoie un texto, maman je suis à la gare de Lille. Et elle me dit Karine, vous m'avez dit que quelqu'un qui me demande, on n'aide pas. Et donc j'ai répondu ok. Et la fille lui met bon je vais prendre un Uber. La mère me dit, il n'y a toujours pas de demande. Elle répond, ok. Et la fille rentre en Uber et elle expose sa mère en lui disant, mais purée, c'est pas possible, quoi. Et j'ai juste dit à la dame, vous avez oublié une étape dans mon analyse, c'est que vous pouvez créer la demande. Si vous avez envie d'aider, que la relation est saine, vous pouvez dire, créer la demande. Maman, je suis à la gare de Lille. Ah, ok, est-ce que tu veux que je vienne te chercher? Mais entre nous, la fille aurait pu aussi dire, maman, je suis à la gare de Lille, est-ce que tu veux bien venir me chercher? Parce qu'il faut aussi savoir dire merci et se rendre compte que l'autre vient, on a une demande, l'autre nous aide, et c'est quand même beaucoup plus sain dans la relation, quoi. Donc ça, c'est juste pour pouvoir remettre ça. Et je termine quand même l'histoire. Qu'est-ce qu'il devrait répondre le gars si je lui dis « Oh, ma voiture est en panne, je ne peux pas partir sur l'île ce soir » pour justement ne pas jouer avec moi? Qu'est-ce qu'il devrait répondre? Là, vous êtes toujours dans la solution. Vous êtes toujours en train de chercher une solution pour que la personne puisse aller sur le veste. Je leur proposerai un café. Ça, c'est pas mal déjà. C'est de lui dire, si je dis « Ah, je peux pas aller sur Metz, ma voiture est en panne », enfin, voilà, le gars devrait me répondre simplement « Ah, dis donc, ouais, c'est ballot, tu veux pas qu'on aille boire un café ?» On a l'impression quand on fait ça qu'on n'est pas sympa, alors que c'est quand même beaucoup plus sympa puisqu'on est dans l'écoute. Et que c'est quand même ça qui amène des relations de qualité, quoi. Et je vous promets que beaucoup des engueulades, si on regarde un petit peu entre vous, sont souvent générées par la non-prise en compte des besoins de chacun, la non-formulation de la demande, et le but c'est de sortir un petit peu de tout ça. Il y a un DVD là-dessus qui s'appelle Oui mais, avec Gérard Jugnot, qui illustre un petit peu tous ces jeux psychologiques inconscients et qui expose un petit peu tout ça, et ça fait bien des fois de se regarder. C'est français, hein, c'est tranquillou, hein. Ça vous fait une petite soirée, pas trop de dopamine, mais un peu de sérotonine. Ça va? Vous avez quelque chose à dire. Alors, on a l'exemple de la voiture en panne du bail des Sud-As. Par exemple, là, le plus oui, mais la nana pourrait vous répondre. Et moi, je pourrais vous répondre. Parce que le boulot, parce que je dois manquer mon boulot pour aller chercher. C'est ça. Oui, mais ça, c'est de voir si la personne veut vraiment aller sur Metz. Parce que ça se trouve qu'elle dit ça, mais elle a pas forcément envie de trouver une solution. Ouais. Oui, mais elle a peut-être pas envie que son collègue l'aide. Mais votre besoin d'aider est beaucoup trop fort par rapport peut-être à son besoin juste d'être écouté. Cette femme, ah ouais, c'est compliqué hein, des fois. Hein. Il y en a qui sont un peu. Mais ça se trouve que quand cette femme dit ça, elle a peut-être juste envie d'être écoutée dans les difficultés qu'elle rencontre, mais elle n'a peut-être pas besoin de solution. Elle n'est pas forcément de solution. Dans ce cas-là, elle se tait. Oui, j'entends, mais c'est justement ce que je suis en train de vous expliquer de comment ça finit en boudin dans les couples. Si vous dites ça à votre chérie, je vous promets, vous passez la soirée boudin, quoi. Parce qu'à un moment, elle va dire, mais tu m'entends pas, tu m'écoutes pas. Vous allez dire, non, mais c'est quand même pas compliqué. Et c'est vrai que les hommes, pour ça, il faut reconnaître qu'on ne fonctionne pas pareil. Et vous êtes beaucoup dans l'action. Les hommes, vous êtes dans l'action. C'est-à-dire, à un moment donné, s'il faut être dans l'action, mais alors là, vous êtes... Et changer les issues de classe, vous êtes top. Dans l'émotion. Non. Alors, mais encore une fois, si... Oui, mais dans ce cas-là, c'est elle qui est tordue. Il y en a toujours un qui va être tordu. C'est-à-dire, si vraiment elle dit, ah t'as vu, je t'ai dit ça et tu m'as pas aidé. T'as dit ça d'un air de dire, quoi. Et c'est ça qu'il faut que vous enleviez dans vos couples. C'est un air de dire, quoi. Qu'est-ce qu'on dit souvent d'un air de dire. Si je dis par exemple, je sais pas moi. D'ailleurs ça, je m'étais fait gauler. Je reconnais que j'étais en formation d'analyse transactionnelle et le gars nous dit dans la salle. Trouver une situation où vous avez fait une demande, mais qui n'était pas implicite. Donc, explicite, pardon. Et je dis, des fois, moi, le dimanche matin, je dis à mon chéri, ah, je boirais bien un petit café au lit.
Il n'y a pas de demande. Vous êtes d'accord? Alors, ben, ça dépend du gars. Mais en l'occurrence, c'est de dire, quand je dis ça, il n'y a pas de demande. Et le formateur dit, bien évidemment, la demande, elle n'est pas exprimée, mais elle n'est pas pensée par la personne. Nous, les filles, on est capable de le penser, ça. De se dire, je vais le dire de cette façon-là, il va comprendre qu'il va aller me le chercher. D'accord? Oui, c'est pas mal. Mais elle n'est pas exprimée, vous avez raison. C'est vachement plus sympa si je dis, Alain, tu me ferais pas un petit café, s'il te plaît? C'est beaucoup plus sympa. Le risque, c'est quoi? C'est que si je dis ça, et qu'il me dit non, je peux être fracassée. Parce que vous savez tous qu'on a nos zones d'ombre, on a tous cette quête d'amour et d'attention, et peut-être que s'il me dit non, j'ai pas envie d'aller te chercher ton café, moi je vais entendre non, je t'aime pas. Et là, ça fera, ah oui, c'est compliqué. Ah bah ouais, mais si c'était si simple, ça se passerait mieux chez tout le monde. Plutôt, les femmes sont plus dans l'émotion, les hommes sont plus dans l'action. Et bien sûr, c'est une position d'ombre, hein. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont, voilà, être pas forcément, si on reste, et c'est pour ça que ces séances-là, pour moi, enfin, c'est en séance avec mais ces moments-là, c'est des moments de partage pour comprendre qu'effectivement, quand j'ose pas demander, c'est pas lui le problème, c'est moi qui suis pas dans une formulation qui est juste la formulation de demande. Alain, tu veux pas aller me faire un petit café, s'il te plaît? D'accord? Elle est quand même beaucoup plus sympa que l'interprétation. Et vous avez raison, s'il va le chercher, on pourrait dire, je t'ai rien demandé, s'il veut qu'en plus je lui dise merci, là on prend cher, d'accord? Ou s'il n'y va pas, on dira, ah bah tu vois, il veut jamais rendre service. Mais là c'est quand on a décidé de... En tout cas c'est quand la relation, à un moment donné, on est plus dans nos schémas de peur, d'ombre, et là, bah, vous imaginez bien que c'est la deuxième séance. C'est ce que je travaille après avec les patients quand ils viennent me revoir. Ça c'est vraiment les outils qu'on a déjà, si on arrive déjà à apprendre à formuler la demande sans être dans l'interprétation, c'est mieux. Moi, un soir, il est rentré, il m'a dit, t'as vidé les poubelles? Je l'avais pas fait. C'est quoi la réponse? C'est oui ou non. D'accord? Oui, mais il a dit ça d'un air de dire que j'aurais dû le faire. Ça, c'est très féminin, vous avez raison. L'air de dire. Et donc, ça veut dire que ma réponse, elle n'était pas bonne, puisque si je réponds non, je ne l'ai pas fait, c'est OK. Sauf que moi, j'ai répondu, ça va, t'as vu l'heure à laquelle je suis rentrée? Et là, il me dit, mais je t'ai rien dit. Oui, mais t'as dit ça d'un air de dire que j'aurais dû le faire. Et il me répond souvent, je dis pas les choses d'un air de dire. Ok, c'est là où, ouais, comment est-ce qu'on se remet en question? Comment est-ce que chacun, on va gérer nos émotions sur qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand on n'arrive pas à formuler? Pourquoi est-ce que quand il me dit non, c'est compliqué? Et là, c'est tout le jeu des émotions qui se passent à l'intérieur de nous. Et vous verrez sur la vidéo après, où à un moment donné, j'exprime bien qui est de dire, hier j'ai une jeune fille, elle me dit, ma sœur, elle est insupportable, elle fait ça. C'est juste insupportable. Je dis, enlève ta sœur, pose-toi la question, pourquoi c'est insupportable pour toi, quoi? Et le curseur, il ne devrait jamais être sur l'autre, il devrait être sur nous d'abord, en disant, mais qu'est-ce qui fait qu'à ces moments-là, ça me touche autant, quoi? Qu'est-ce qui fait qu'à ces moments-là, j'ai l'impression de ne pas correspondre à ce qu'il entend de moi, etc., etc. Et c'est là où, effectivement, il y a toute cette dynamique qu'il faut rechercher. Mais ça montre à quel point, dans nos discussions, on peut arriver dans du boudin très très vite. Hein. Alors, si on a un des deux qui... Quand on a le triangle de Karpman, d'accord? Si les deux jouent, c'est une boucherie. Si on a un des deux qui ne joue pas, le jeu s'arrête. Et je dis toujours à mes patients, si votre chéri se met en victime ou en sauveur ou en persécuteur, d'accord? Mais que vous passez en adulte, le jeu s'arrête. Si je dis à Alain, eh bien bien sûr, t'as pas fait de sauvegarde, d'accord? S'il dit, oh c'est bon, hein, tu crois que t'es meilleur toi quand t'as fait ça l'autre fois, bim, bim, là on y va. Si Alain il me dit, oui c'est vrai, j'aurais dû faire des sauvegardes. J'ai l'air ballot hein, parce que le jeu s'arrête. Si on a un des deux qui arrête le jeu, ça s'arrête. Ça s'arrête. Et c'est ça qui est plutôt sympa, c'est-à-dire que même si on a un des deux du couple ce soir, si vous jouez pas, l'autre, il peut pas jouer tout seul. On est obligé d'être deux pour jouer. Et donc si vous vous positionnez beaucoup plus en adulte, c'est-à-dire je réponds à la question, t'as vidé les poubelles, tu aurais dû faire une sauvegarde, ben oui t'as raison, c'est vrai que j'aurais dû faire une sauvegarde. T'as raison, bien sûr, dans la formulation qui est de dire c'est juste, si j'avais fait des sauvegardes, c'est ok quoi. Et après, voilà, comment on retrouve une dynamique par rapport à ça. Et on se rend compte souvent que les gens nous répondent des choses qui vont nous rassurer, ou au contraire nous énerver. Mais si on ne joue pas, l'harmonie, elle est quand même beaucoup plus présente dans les couples, quoi. Dans les relations, c'est tellement plus sympa si on est dans l'écoute, plutôt que dans le sauveur ou le persécuteur. Et effectivement, si on prend en compte la qualité de la relation avant le besoin de chacun, quoi.
Et vous avez des exemples tous les jours, tout le temps, que ce soit voilà, dans le couple, que ce soit dans toutes les relations. Si on a déjà ces deux curseurs-là, je vous promets qu'on est beaucoup plus dans l'harmonie. Et il y a une étude qui a été faite avec Waldinger, qui est un psychiatre. Vous la retrouvez sur les TED, sur YouTube. Vous tapez TED Waldinger, une vie réussie. J'adore cette vidéo. Ça dure 14 minutes. Et le gars explique qu'une vie réussie, c'est la qualité des relations. Ils ont mené une enquête de 1930 à aujourd'hui, avec des pauvres, des riches. Ils ont checké un peu les femmes, des hommes qu'ils ont analysés. Ils ont regardé leurs différentes vies. Et ils se sont rendus compte que dès qu'il y avait une qualité de vie, dès qu'il y avait une harmonie, c'est clair que ça apaise aussi bien sur le plan psychique que sur le plan physique. Et on ne se rend même pas compte à quel point c'est sympa, quoi. Donc c'est vraiment sur le plan des outils, pour moi, que ce soit le premier dessin sur les besoins et la demande, et celui-là, où on change les relations. On change vraiment les relations. Je voudrais revenir un petit peu sur ce triangle qui me chagrine quand même à quelque part, parce que ce triangle est fait à condition que les deux soient, comment dire, en bonne forme, non stressés, etc. Parce qu'il y a toujours la partie du stress où on va être un peu moins attentif à la réponse que l'on va faire. Et là, on peut aller au clash aussi là tous les jours. Et là, vous voyez, je dirais que, et vous avez raison, on n'est pas des robots, hein, je suis ma maline, mais bien évidemment, sur le plan émotionnel, on est tous par moments à être envahis. Ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est aussi le reconnaître et s'excuser, quoi. Qu'est-ce que c'est des fois compliqué de s'excuser? De dire, je suis rentrée, des fois on a pris ça au boulot, on rentre, l'autre nous dit juste un truc et on explose. Et bien sûr que c'est aussi de nous rendre compte que quand on est là-dedans, c'est la capacité à dire, excuse-moi, une grosse journée, et là, de nommer peut-être besoin de vous retrouver un petit peu tranquille avant d'aller dans le dossier, etc. Je pense que s'excuser fait partie vraiment pour moi du principe de la qualité de la relation, quoi. Et bien évidemment. On ne se rend pas compte à quel point, voilà, juste dire je suis désolée, je me suis emportée. En tout cas, ce qu'il faut que vous entendiez, vous voyez, je le dis souvent aux enfants ou même aux adultes, quoi. Quand des gens me disent, elle m'a poussé à bout. Toujours, l'autre n'a pas ce pouvoir de nous pousser à bout. On n'a pas le pouvoir d'énerver l'autre. C'est nous qui, à un moment donné, nous retrouvons avec nos émotions dans une incapacité à gérer quelque chose. Peut-être qu'on a laissé trop monter, peut-être qu'on a laissé, vous verrez après sur les autres diapos, mais c'est parce qu'à un moment donné, on a laissé l'autre trop nous envahir dans quelque chose qui n'est pas aligné pour nous, quoi. Et c'est là où, effectivement, c'est se poser la question de dire, voilà, comment est-ce qu'à un moment donné, on essaye de... Et bien évidemment que... Là, c'est de la théorie, hein. Bien sûr, vous allez rentrer, et de temps en temps, il va y avoir des trucs qui vous énervent. C'est dans la façon de le dire, souvent. C'est souvent dans la façon de le dire. Moi, je pense que si on arrive un petit peu plus, juste communiquer avec ce respect mutuel, je suis sûre que si mon voisin était venu en me disant « mon ordi est tombé en panne », je ne lui aurais pas dit « et bien sûr, vous n'avez pas fait de sauvegarde, hein ». D'accord? Ça veut dire qu'on parle quand même plus sympathiquement à nos voisins qu'à nos chéris, quoi. Parce que justement, il y a tellement ce côté acquis affectif qu'on va être beaucoup plus dans le rentre-dedans. Et c'est dommage. Parce que quelque part, alors pas tout le temps, mais imaginez de temps en temps que votre chéri, c'est votre voisin, quoi. Votre voisine. Et comme ça, pas tout le temps, c'est gênant. Mais de façon à ce que la communication, elle puisse justement changer et être, qu'est-ce que je répondrai au voisin? Et je pense que la réponse du voisin, au voisin, pardon, elle est meilleure que celle à notre chéri ou à notre enfant, mais parce qu'on est trop dans l'affect et on n'a plus peur de ça. Et ça change vraiment les relations, vraiment. Et c'est plus sympa. Ça amène de l'ocytocine du côté gauche. Je ne veux pas dire qu'on va de dopamine, mais je trouve un peu le titre. Ça va? C'est bien, ça m'a permis de préciser que s'excuser est quelque chose de super. Ce triangle-là, il est valable en début de relation, en milieu de relation, en fin de relation, c'est de l'analyse transactionnelle, c'est de la transaction. Ça veut dire que c'est valable dans toutes les relations. Dès qu'on est en échange avec quelqu'un, dans un couple, au début, au milieu, à la fin, dès qu'on est en relation avec quelqu'un, on est dans la transaction. Et donc effectivement, ce triangle, il est valable tout le temps, dès qu'on est deux personnes. Parce qu'au début, la manière de répondre est différente de la... Oui, mais parce qu'au début, on est bleu et on est un peu con, quoi. On accepte tout. Donc au début, on est un peu drogué. Et donc forcément que de ce coup, il n'y a rien qui nous dérange chez l'autre. D'ailleurs, on voit que, et vous verrez que c'est ma conclusion, mais voilà, c'est de dire à un moment donné, on voit l'autre comme juste avec des qualités, quoi.
Donc forcément, c'est plus sympa. On est d'accord de tout au début, quoi. Tout est ok. Donc c'est mignon, hein, c'est sympa aussi, mais voilà. Mais bien sûr, bien sûr. J'entends bien. Parce qu'on pense qu'il n'y en a pas du pire, parce que de toute façon, on voit que le bonus, quoi. Et c'est un peu ce côté drogant, quoi. J'entends. Vous avez vu, je commande pas plus que j'entends. Je suis passée adulte, hein. Je rentre plus dans le sauveur pathologique. Apprendre à se connaître est aussi forcément quelque chose d'important. Quand je reçois des couples en thérapie, je leur fais systématiquement passer des tests de personnalité. Parce que les tests de personnalité permettent de comprendre qu'à un moment donné, quand on a une personnalité, l'autre a sa personnalité. Et moi, ces tests, je les ai faits même avant d'être psychologue, parce que je les ai faits quand j'étais plus dans du management. Et en fait, ça m'a ouvert énormément de tolérance. Parce que je me suis rendu compte que dans la personnalité, on pouvait être sur des curseurs un peu différents. Vous avez, si vous notez un peu, le MBTI, c'est un test qu'on utilise beaucoup en entreprise, qui donne quatre figures de personnalité. Si je prends le MBTI, moi j'ai un profil, par exemple, P, ça veut dire que je suis plutôt très bordélique. Alain, il a un profil J, très J. Si je ne connais pas les tests de personnalité, je vous dirais que c'est un psychorigide. Et lui, il dirait que je suis juste une bordélique bateau. D'accord ? Il n'y a personne qui va pas bien, c'est juste qu'on ne fonctionne pas pareil. Je vous promets, il commence sa valise pour les vacances 15 jours avant, quoi. Allô la Terre. Si t'es P, tu comprends pas ça. Maintenant, tu sais qu'il est J. Je me dis pas, mais il va pas bien, lui, il faut qu'il aille voir une psy, quoi. Je me dis, oh, il est J, il prépare sa valise bien à l'avance, c'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est moi, ça. C'est lui, quoi. C'est ok. Quand il me voit préparer ma valise, à minuit pour partir à 5h du matin, il dit plus, Karine, c'est pas possible, quoi. Parce que je lui ai expliqué que j'avais un profil souple et flexible. Pas bordélique, mais souple et flexible. Et donc potentiellement qu'on fonctionnait juste pas pareil, quoi. Et en fait, être dans cette communication-là, quand vous regardez L'amour est dans le pré, c'est assez génial, quoi. Quand vous connaissez les types de personnalités, vous voyez très vite les gens qui vont être dans des fonctionnements différents. Et c'est ok, il n'y a pas de jugement. Si on est J, on va être structuré. Si on est P, on va être plutôt déstructuré. Mais c'est ok, et chacun fonctionne en donc vous avez le MBTI qui est vraiment chouette. Le Ennéagramme. Alors vous tapez sur internet ennéagramme.bz. Je vous laisserai mes coordonnées à la fin si vous voulez un petit peu des références, même de bouquins ou de choses comme ça avec plaisir. Ennéagramme.bz, vous tombez sur faire le test. Et vous verrez, on mesure 9 fonctionnements, avec des fonctionnements qui vont être différents, certains dans la relation, d'autres dans la compétition. Et encore une fois, c'est ok, mais c'est mieux de regarder un petit peu les lettres. Et ces tests-là peuvent se faire en couple même, en disant tiens, toi, tu vois, t'es numéro 6, moi, je suis numéro 2. Et de regarder le profil de l'autre pour mieux se connaître, quoi. MBTI. Je ne le demandez pas en anglais, parce que là... Oui, enfin, mes coordonnées, je vais vous les donner, ouais. Et vous pourrez m'envoyer un message, mais c'est des petits tests qu'on retrouve sur Internet qui peuvent être sympas. Et le troisième, c'est un test que j'aime bien, ça s'écrit VIA, Charactère. C'est pareil, je peux les donner sur le site de la ville si vous êtes OK. VIACharactère.org. Et là, vous tombez sur les 24 forces de la personne. Donc, c'est que des forces. Il y en a qui vont être dans la gentillesse, d'autres qui vont être dans la persévérance, d'autres que... Et c'est assez sympa à faire parce que ça vous permet de voir un petit peu comment vous fonctionnez. Au potentiel intellectuel, c'est-à-dire oui, allez au potentiel. Les hauts potentiels intellectuels, ils ont un fonctionnement qui est différent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressants. Ça veut dire qu'ils fonctionnent différemment. C'est mieux de connaître les fonctionnements des hauts potentiels, parce que si vous avez votre chéri qui est haut potentiel, bien évidemment que dans le fonctionnement, ce sera différent. Ce sont des gens qui ont une intelligence qui est décalée. Et c'est super riche. Alors généralement, ils sont dotés d'un haut potentiel émotionnel, et donc forcément, c'est un petit peu ce mélange des deux qui est riche, mais les choses où il faudra être vigilant, c'est cette susceptibilité. Il y a un mot d'ordre pour les hauts potentiels, et en tout cas pour les émotifs, c'est l'harmonie. Donc là, c'est pour ça qu'on a encore plus envie de dire, si vous êtes dans des relations avec du conflit, c'est beaucoup plus compliqué, encore plus pour les hauts potentiels. Et bien évidemment que là, quand on est avec un haut potentiel comme chéri, c'est plutôt sympa de le savoir. Et puis, voilà, encore une fois, ça ne donne pas des vérités de comme je suis comme ça, c'est comme ça, mais en tout cas, ça permet de se positionner différemment, quoi. Les valeurs, c'est un truc sympa aussi. C'est de dire... Alors les valeurs, c'est très simple, hein. Si je vous demande quel est votre film ou votre livre préféré,
vous verrez très vite qu'à un moment donné, ça va découler sur les valeurs que vous avez. Moi, j'aime les films qui parlent d'histoire réelle, j'aime les films qui sont dans le respect de l'autre, donc je vais avoir plus des valeurs de respect, d'harmonie ou d'authenticité. Mon chéri, il aime Rambo, on va plus avoir des valeurs de performance, des choses comme ça. Encore une fois, c'est ok, mais de regarder un peu notre liste de valeurs, ça peut être intéressant. Amusez-vous, vous listez les 25 valeurs qui vous paraissent importantes. Je trouve que le film ou le livre nous aide à les définir. Vous en notez 25, puis après vous en gardez que 10, puis après vous en gardez 5. Et sachez qu'à chaque fois que vous êtes contrarié, c'est que généralement il y a une de vos valeurs qui est bafouée, quoi. Et le conflit, c'est souvent de croire que nos valeurs, notre carte du monde, c'est la même que celle de l'autre. Ce qui n'est pas vrai. Moi, si j'ai des valeurs de respect et que l'autre a une valeur de performance, on va des fois être en conflit parce qu'on ne va pas être sur le même curseur. C'est pour ça que c'est intéressant de se connaître, connaître l'autre. Pourquoi? Parce que ça ouvre à la tolérance. Et cette tolérance, c'est quand même ce qui va permettre l'harmonie et puis la boucle est bouclée, quoi. Il y a une étude qui a été faite, je l'ai mis dans mon bouquin, c'est une grille de 36 questions. Donc vous faites, alors je vous explique pas le protocole, ça n'a pas trop d'intérêt, mais vous avez 12 questions, 3 séries de 12 questions à faire en 45 minutes. Et en fait, vous êtes face à face, donc je vous ai donné une petite illustration, si vous aviez le choix de n'importe qui dans le monde, à qui inviteriez-vous à dîner? D'accord? Peut-être que votre chéri, il va répondre un truc où jamais vous auriez cru ça. Donc apprendre à se connaître, c'est aussi aller voir, un petit peu explorer. Et ce test a été fait scientifiquement par Arthur Aaron aux États-Unis, et il a montré qu'on fait le questionnaire en face à face, il faut respecter le timing, et à la fin on se regarde 4 minutes dans les yeux. C'est long, hein, 4 minutes. Et on se rend compte qu'à la fin, les études ont montré que les couples duraient plus longtemps. Donc quand vous rencontrez quelqu'un, et amusez-vous à faire ce petit questionnaire, parce que, mais même en amitié, hein, ça ne veut pas dire qu'après on prend l'ami comme chef, hein, mais en amitié aussi, connaître l'autre, c'est super intéressant de se dire, tiens, qu'est-ce qui répondrait pour les choses qu'on semble avoir en commun? Si vous pouviez vous réveiller demain en ayant acquis une compétence ou une qualité. Je ne sais même pas vous dire pour Alain ce qui répondrait, quoi. Il n'a pas voulu faire le test. Il est action, il n'est pas émotion. Bah, speed dating, vous pouvez prendre la question, c'est pas mal. Ouais. Au speed dating, c'est peut-être un peu chaud, mais pourquoi pas? Oui, j'entends. C'est rapide, oui. Et les gens ne peuvent pas réfléchir. Ils sont directs, c'est les meilleurs. Oui. Mais c'est vrai qu'un speed dating de 45 minutes, c'est déjà chaud. Ah oui. Oui, mais 2-3 questions pertinentes peuvent être intéressantes. Bref, tout ça pour dire que c'est mieux de se connaître. Et souvent dans les relations, moi j'ai beaucoup de jeunes qui vont très vite dans la relation sexuelle et au bout de 2-3 fois ils arrivent et puis ils me disent ouais mais il m'a largué. Je dis ouais mais vous le connaissez pas, quoi. Vous le connaissez pas. On se connaît pas au début de la relation. Ça veut pas dire qu'il faut avoir une relation sexuelle. Il faut juste être au clair que dans ces moments-là, on se connaît pas. Il faut du temps pour connaître l'autre. Et c'est quand même important, voilà, d'apprendre à se connaître, que ce soit, alors ça c'est un questionnaire, c'est un petit clin d'œil, mais que ce soit voilà, dans les discussions. Il y avait des psys qui disaient que c'était pas mal les rencontres, quand on fait des rencontres en ligne comme ça, parce qu'on discute au début. Alors là, je vous mets une très grande vigilance, il ne faut pas discuter trop longtemps, parce que l'autre il devient un prince charmant, parce que les échanges sont super beaux, mais on ne se connaît pas, on ne se sent pas. J'avais un patient qui il écrivait merveilleusement bien, je vous promets. Hein. Il m'avait pris rendez-vous par mail, une écriture de dingue, quoi. Il est arrivé en rendez-vous, il était un petit peu... Bref, et il sentait mauvais, un truc de dingue. Et il n'avait pas vu de dentiste depuis... Enfin, un truc de dingue. Mais je vous promets qu'il l'emballait, mais comme un dingue, parce qu'il avait une capacité de parler, d'écrire, pardon, et il écrivait, et je te souhaite une douce nuit. Il y avait des belles phrases qui montraient un peu les trucs. C'était dingue, quoi. Il emballait, mais... Et les nanas, elles arrivaient, mais remplies de dopamine. Hein. Je vous promets que le premier soir, ça se passait, parce qu'elles étaient bouillantes. Et le lendemain, c'était compliqué, parce que... Mais il sentait mauvais tout le temps. Enfin, je sais un problème de enfin, je sais pas, mais peu importe. Et souvent, je dis aux jeunes maintenant, attention, vous ne le connaissez pas. Vous l'avez jamais. Vous savez pas comment. S'ils sont. Ah, le premier soir,
Le premier soir, je vous promets, alors surtout qu'il prenait, non, mais peut-être qu'il prenait sa douche, ou j'en sais rien, mais le premier soir, il emballait, mais vraiment, vraiment. Et c'est ok, hein, j'ai pas de souci là-dessus. C'est juste que la fille derrière, si elle vient et qu'elle me dit oh, je comprends pas ce qui se passe, quoi, je vais lui dire vous avez écrit trop longtemps, quoi. Vous avez écrit beaucoup trop longtemps parce que vous avez cru, et puis derrière, ah, c'est pas ça, quoi. Et. Bref. Je vous donne quelques outils un petit peu par rapport à comment je travaille. C'est le principe de réalité et le principe de plaisir. C'est des thérapies rationnelles d'Ellis aux États-Unis. Et le but, c'est de dire, dans la vie, on aura toujours des frustrations. Oh, pardon. Des frustrations de soi, des frustrations de l'autre et des frustrations de la réalité. Toute notre vie, on aura des choses qui ne vont pas nous convenir chez nous, chez l'autre et dans la vie. La vie, elle n'est pas juste. On n'a pas ce qu'on mérite. Il y a, comment il s'appelle, Phil Stutz qui dit, lui, dans la vie, il y aura de la douleur, des incertitudes et du travail à accomplir. C'est bien pour lui aussi. Mais ça veut dire que dans la vie, on ne peut pas avoir que du soleil. Et souvent, on nous vend de la psychologie positive, là, en disant la vie est douce, la vie est belle. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On aura forcément des épreuves de vie. Mais si on les confronte, on va se retrouver dans quelque chose qui va être plutôt chouette sur le plan de la santé mentale. Hein. Je suis plus sur la santé mentale. Alors que de l'autre côté, c'est le plaisir immédiat. Ça veut dire que là, c'est j'accepte pas la réalité, et donc quelque part, ça amène des complications. C'est une non-acceptation, par exemple, des règles, hein. Que ce soit s'arrêter au feu rouge, que ce soit... je me rends compte dans les thérapies de couple que le gros dossier, ils sont adorables aux enfants, hein, mais c'est quand arrivent les enfants. Parce que ça génère beaucoup de frustration dans le couple. Ça génère beaucoup de frustration sur le fait qu'on passe d'un couple conjugal à un couple parental et que les enfants prennent toute la place et ça amène des frustrations de sommeil, etc., etc. Et toute cette gestion de frustration, c'est aussi de la checker pour dire on a des gens qui sont dans une tolérance de frustration plus importante que d'autres. Ça, c'est pour moi, ça amène la santé mentale. La bonne santé mentale, c'est quand même les gens qui sont plus tolérants sur les frustrations de la vie, sur les choses qui nous arrivent. Ça, c'est vrai que c'est voilà, de checker un peu ça chez vous en disant ce que je mets de ce côté-là, c'est toute la non-acceptation, ça va être l'adultère, ça va être la colère, ça va être les peurs excessives, toutes les choses qui nous sortent de la réalité. La dépendance affective. Ça, c'est un sujet, alors, je vais passer celle-là, sinon on va mettre 4 plombs. Aucun homme, femme ne pourra vous aimer, vous chérir, vous admirer suffisamment et durablement. Bienvenue dans la vie que, potentiellement, même si on a un chéri, c'est bien de garder son univers, d'accord ? Et de dire que le gros problème des débuts de relation, c'est qu'on se perd des fois dans son univers et on est complètement juste dans l'univers de l'autre, d'accord ? Et que là, ça va amener des situations qui vont être un petit peu plus complexes. Je vais vous dire un truc, Je ne comprends pas comment on peut se retrouver dans l'univers de l'autre. Alors déjà, je le vois énormément sur des gens dans la dépendance affective. C'est souvent des gens qui ont été très jeunes en couple. Quand on est en couple très très jeune, vers 15-16 ans, d'accord, l'autre devient juste notre vie. Mais comme s'il n'y avait plus qu'une personne sur la Terre. Hein. C'est quand même un truc de dingue. C'est-à-dire que, voilà, on va tout faire pour se faire aimer de l'autre. C'est la vidéo d'après. Mais la pause de... Et c'est de ça qui est important, c'est de dire à un moment donné, comment je me retrouve à pas me déconnecter de mon univers. C'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que la dépendance affective, pour moi, dans notre histoire d'amoureux, quand on remonte, on se rend compte que souvent, les jeunes filles ou les jeunes hommes, quand ils sont en couple très jeunes, ils vont dans l'univers de l'autre. D'ailleurs, à ce propos, j'ai envie de vous dire, arrêtez de parler des amoureux à 7 ans. La dernière fois, une petite fille me dit, j'ai un amoureux, 7 ans. Je vous promets, t'as les parents qui ont la banane jusque-là. Ma fille est aimée, quoi. Et donc, on a envie de dire, on est presque dans le sentiment qu'il faudrait qu'elle ait un amoureux, et qu'en tout cas, elle est plus intéressante quand elle a un amoureux. Et bien sûr qu'on n'a pas d'amoureux à 7 ans. On a des bons copains, des bonnes copines. Et on a envie d'avoir des amoureux comme les grands. Mais de les remettre à leur place de réalité qui est qu'à 7 ans, t'as pas d'amoureux, c'est le principe de réalité pour dire, faut pas les claquer, hein, on est bien d'accord, hein, on leur dit, moi c'est petit, je dis, tu peux pas avoir d'amoureux, t'as 7 ans, l'histoire d'amour, c'est l'histoire d'adulte, quoi. Si, c'est mon amoureux, et j'en ai même 2. Après, ça fait moins rire, hein.
N'empêche qu'on l'oublie ça, hein. Mais que n'empêche, quand ils ont 7 ans, on leur autorise ça, et après on comprend pas qu'on n'est pas ok de ça. Bon, je peux Ouais, mais je pense que c'est pas une bonne idée. Mais bien sûr que quand je dis ça, je suis un peu rabat-joie, mais je pense que c'est pas une bonne idée. C'est-à-dire, vu l'âge que vous donnez, c'est pas une interprétation réelle. Je suis amoureux, comme on l'avait dit, c'est mon copain. Mais n'empêche que dans la tête, c'est, en tout cas quand je dis que j'ai un amoureux, je me sens avoir plus de valeur aux yeux de ceux qui me regardent que si j'en ai pas. En tout cas, ça peut arriver à amener ça. Pas tout le temps, vous avez raison, Mais je vais vous le montrer sur la prochaine et on pourra le commenter par rapport à ça. J'ai quelques trucs. Et c'est un peu dans le sens où je me sens exister que si je suis aimée de l'autre. Et ça, c'est quelque chose dans la dépendance affective. J'ai l'impression d'avoir de la valeur si je suis aimée de l'autre. Moi, j'adore dans les cours d'école, c'est vrai qu'à 15-16 ans, ils se tiennent la main, ils sont populaires s'ils ont un amoureux, et donc ils ont beaucoup plus de valeur en ayant un amoureux. Et c'est là où se construit, pour moi, peuvent se construire des schémas un petit peu pathologiques de ça. En disant, j'existe justement parce que l'autre m'aime. Et c'est là où c'est compliqué. Par contre, si l'autre m'aime pas, on est paumé dans les cours d'école, c'est ceux qui n'ont pas d'amoureux. Et c'est là où on se dit, waouh, on amène un curseur, bien évidemment inconscient, parce que quand on dit à un gamin, t'as un petit amour. Bien sûr que là, moi, je le fais sur une analyse un petit peu sur tous les schémas qu'on va faire grandir chez les gens. Quand j'ai des jeunes filles, je leur demande à chaque fois à quel âge tu as eu ton premier petit copain, parce que quand elles sont à 15-16 ans, on se rend compte qu'elles ont construit des schémas où elles sont encore des bébés chez papa et maman, et puis elles sont déjà, hop, elles changent. Et effectivement, c'est d'être vigilant de ça. C'est d'être vigilant de ça. C'est sûr que c'est pas noir et blanc, et ça donne un côté, les psys sont un peu barrés hein, quand même. Et ça peut donner ce côté où on est un peu tordu dans ça. Mais je pense qu'il faut qu'on soit vigilant sur la façon dont, vous savez, tous les romans des enfants, c'est le prince charmant, et ils ont beaucoup d'enfants. Mais on ne se rend pas compte qu'on programme nos enfants, à se marier. Souvent, les parents disent, ah ben mes enfants sont casés, quoi. Ils disent plus ça, mais je veux dire ça, quoi. J'ai fait mon job, quoi. Ils sont mariés, là ils sont tous mariés, c'est bon, quoi. C'est compliqué parce qu'il y a quand même un côté où on ne se rend pas compte, mais qu'on a programmé des choses. Bien ou pas bien d'ailleurs, hein, mais on est quand même un peu programmé de ça, quoi. C'est une erreur. Et... Aucune obligation. Oui, ça peut être aussi, ouais. Voilà, moi sur le plan affectif, je parle du mariage, mais vous avez raison. Il y a aussi cette notion de dire à un moment donné, ils prennent leur indépendance. Les enfants, tant qu'ils sont enfants, la définition, c'est qu'ils sont dépendants de nous. À partir du moment où ils sont plus dépendants de nous, ils deviennent leurs propres adultes. Et la maturité d'un cerveau, c'est 25 ans. Je ne veux pas dire qu'il faut rester jusqu'à 25 ans chez les parents, mais ça veut dire que jusqu'à 25 ans, on est encore en formation, j'ai envie de dire, sur le plan... Alors oui, mais pas pour tous les parents. Vous les laissez être leurs propres adultes. C'est pas toujours évident. Oui. Oui, mais c'est pareil, si votre enfant à un moment donné... moi je me souviens, un soir je suis rentrée, j'ai dit à Alain, ta fille a la personnalité NF, idéaliste comme sa mère. Sur le plan professionnel, il la voyait directrice marketing. Il m'a juste dit, eh merde. Ça veut dire que professionnellement, il a aussi des attentes pour elle. Et j'ai presque envie de dire, si elle a envie d'être en dread, avec des dreads à Bali, avec des tongs, c'est peut-être sa réalisation professionnelle à elle, qui lui appartient aussi. Hein. Que ce soit professionnellement ou affectivement, c'est leur propre adulte. Et c'est vrai que c'est là où il faut réussir à décrocher ça. J'avais mis sur mon Facebook un petit texte sur l'indépendance, il n'est pas si facile que ça, quoi. Là, chez les enfants dans leur vie d'adulte, des fois on fait gloups. Hein. S'ils ne sont pas trop loin de nos schémas, ça va. S'ils sont loin de nos schémas, des fois c'est compliqué. Hein. Ou pas. Après, je pense qu'il y a des gens... moi j'avais un monsieur, il venait me voir, il était homosexuel, il avait 35 ans, il était médecin, donc professionnellement plutôt installé, il n'arrivait pas à dire à son père qu'il avait cette homosexualité. Et en fait, sa peur de l'annoncer, il craignait la rupture. Quand il l'a annoncé, tout compte fait, ça s'est bien passé.
il faut du temps, il faut changer les schémas, parce que les parents ont leurs schémas et qui sont les leurs cartes du monde, mais qui ne seront pas forcément celles de leur enfant. Et c'est ça l'indépendance, c'est accepter que notre enfant devienne son propre adulte, quoi. On dit qu'on a réussi notre vie de parents quand nos enfants s'autorisent à faire le tour du monde, quoi. La dernière fois, je disais à un ami comme ça, il me disait « Ouais, mais moi, mes enfants sont indépendants. » Je lui disais « Ça veut dire que tu es d'accord qu'ils ne soient pas là à Noël ou qu'ils ne viennent pas chez toi pendant 6 mois ?» Ah non, non, il dit « Avec mes problèmes de santé, il est hors de question de ça. » Excuse-moi, mais t'es pas... Bon, je suis sortie du triangle hein, en disant juste que potentiellement, pour moi, dans la façon dont tu l'exprimes, ils sont pas si indépendants que ça, quoi. Ou en tout cas, c'est pas si évident que ça, parce que nos schémas, ils datent, hein, et on les a bien. Hein. Donc la solution, c'est d'aimer les autres. Et il y a cette phrase que j'adore de Christophe Fauré, qui a beaucoup travaillé dans les soins palliatifs. Christophe Fauré disait les personnes en fin de vie ne disent pas j'ai été heureuse parce que j'ai été aimée, mais elles disent j'ai été heureuse parce que j'ai aimé. Et je pense que si on arrive à changer le curseur, facile à dire, si on donne de l'amour, si on est beaucoup plus dans ce don de cette façon-là, on va être dans des relations aussi qui vont être beaucoup plus sympas parce qu'on ne va pas s'oublier non plus, mais on ne va pas justement avoir un curseur qui est que j'ai de la valeur que si je suis aimée de l'autre. Alors je vous montrerai pas la vidéo, mais vous la retrouvez sur TikTok, j'adore cette vidéo, mais le titre il dit tout quoi. Je t'aime mais j'ai pas besoin de toi. Ça casse hein. Et en même temps c'est justement le fait de dire à un moment donné, je pourrais aussi vivre sans toi, mais j'ai envie d'être avec toi. Tu as le droit de partir, tu as le droit de rester. Et c'est là où dans la dépendance affective c'est très compliqué, parce que quelque part, moi si mon chéri me dit t'es mon rayon de soleil, mais s'il disait t'es mon rayon de soleil, je me dirais ça va pas, non, ça va pas, enfin je veux dire je peux pas porter ça. Il a intérêt à aller bien sans moi, quoi. Après, on peut partager des trucs ensemble, mais je ne peux pas porter ça. Pourquoi vous trouvez que c'est dégradant? Non, c'est pas dégradant, mais c'est considérer que son bonheur dépend de moi. C'est ce qu'on appelle la dépendance affective. C'est-à-dire que il est heureux que si je l'aime. Ça veut dire que si demain je décide d'arrêter d'être avec lui, parce que j'ai le droit, on a beau se marier pour le meilleur et pour le pire, il y a quand même des divorces, ça veut dire que j'ai le droit de partir. J'ai le droit d'arrêter la relation. Et s'il me dit qu'il est heureux que à cause de moi, enfin grâce à moi, alors c'est mignon, tout ce que vous voulez, mais c'est toujours mon curseur un peu psy. Hein. Non. Et puis, encore une fois, c'est des paroles mignonnes. Et souvent, les filles, dans les dépendances affectives, moi je vois les textes des gars, hein. Les gars, ils sont forts. Hein. Ils donnent des phrases comme ça. Hein. Et quand tu as des phrases comme ça, t'es foufelle. Hein. Enfin, c'est du Nord, ça. Mais ça veut dire que tu as l'impression d'être la princesse, quoi. Hein. Et donc c'est là où il faut faire attention, parce que les belles paroles, je préfère les bons comportements hein, que les belles paroles. Hein. Entre nous, c'est des jolis mots, mais les comportements sont mieux quand même. Allez, je vous prends encore. Ça va? C'est pas trop long? J'ai encore 2 dossiers. Hein. L'infidélité. Alors ça, pour moi, dans la façon dont je l'explique aux gens, c'est hyper important, parce que c'est quand même beaucoup dans mes séances. L'infidélité est quelque chose aujourd'hui, et je peux vous dire que depuis 2007, moi je me suis installée en 2008, depuis 2007 qu'il y a eu l'arrivée de l'iPhone, et vous n'imaginez même pas comme ça augmenter vraiment les relations un petit peu, à mon sens. En tout cas, alors je vous dis ça, mais en même temps, en 2007, j'étais pas psychologue, mais dans mon boulot, j'ai vu ça mais croître de façon juste incroyable. Et donc, comment... Ah bah ouais, mais là c'est le bazar, parce que forcément j'avais fait un montage. Bref, vous vous souvenez de la vidéo de tout à l'heure, c'est de dire on a la réalité et on a le plaisir à droite. Donc quand on a ce tableau-là, à chaque fois que j'ai des gens qui viennent et qui vivent quelque chose de compliqué, l'adultère, et encore une fois, il n'y a pas de jugement, hein. J'ai pas de souci avec l'adultère. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas là pour juger quoi que ce soit. L'adultère, il est dans le plaisir immédiat. D'accord? Ça veut dire que je suis en couple. Normalement, quand on est en couple, on n'a qu'une femme ou qu'un homme. Et l'adultère, c'est quand on a 2 couples, 2 femmes ou 2 hommes. Et qu'on fait des trucs en cachette. En soi, j'ai pas de souci avec ça. Quand je rencontre des gens qui sont dans l'adultère, je leur dis toujours faites gaffe de ne pas vous faire gauler, parce que là, ça va être plus compliqué. Parce que quand je suis de ce côté-là, tant que je suis ici, j'ai presque envie de dire ça pose problème à personne. Moi, si Alain me trompe et que je ne le sais pas, je vous promets, je vais plutôt bien, quoi. Si je la prends, c'est là que ça fracasse. Et on ne se rend même pas compte à quel point c'est compliqué. Et l'infidélité, on peut se retrouver soit à être ici, et il y a des gens qui sont ici. Parce qu'ils
fonctionnent comme ça. Moi, j'ai des débats avec mes patients qui sont juste super, parce que les gars, ils me disent, non, mais ça va, Karine, quoi. J'ai ma vie avec ma femme, j'ai ma vie avec d'autres femmes, puis on fera le point sur mon lit de mort, quoi. J'ai rien fait de mal, c'est ok, quoi. Alors, j'aime mieux quand le contrat, il est quand même accepté par les deux parties. C'est quand même là que c'est plus sain. C'est quand il n'est pas respecté par les deux que ça devient vraiment plus compliqué. Et souvent, quand j'ai des gens qui ont peur de l'adultère, je me rends compte que souvent, notamment ceux qui fonctionnent dans le plaisir immédiat, ils n'ont jamais peur de la conséquence. J'avais un patient comme ça, celui qui m'a dit j'ai ma vie avec ma femme, j'ai dit mais j'ai aucun problème avec ça. Je lui dis mais demain, votre femme, elle part, vente de la maison, du bateau, les enfants en garde alternée. Oh, il me fait oh non, ça va pas. Et il me dit 1, je suis très prudent, 2, elle partira pas. Et le elle partira pas, il arrive. C'est-à-dire que quelque part, dans notre valeur famille, avec les enfants, tout ça, il y a beaucoup de personnes, alors je dis les femmes, mais je pourrais changer de l'autre côté, hein, soyez pas vexés, hein, c'est plus des femmes qui sont dans l'émotion, donc forcément j'ai plus de femmes en consultation. Et je me rends compte qu'à chaque fois, souvent, elles sont incapables intrinsèquement de partir. Et je leur dis, j'en perds beaucoup comme ça, je leur dis, mon objectif avec vous, ça ne va pas être de quitter ou pas votre chéri, ça va être d'être consciente, de lui montrer que potentiellement il pourrait vous perdre. Parce que quelque part, prendre conscience qu'on pourrait avoir une conséquence de perdre l'autre amènerait quelque chose de différent. Alors après, on a deux sortes d'adultère. On a l'adultère où la personne est prédateur ou prédatrice, c'est-à-dire elle est jolie, je la veux, il est beau, et on y va, et c'est ok. Enfin, c'est ok. Ça fonctionne comme ça. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Des fois, il y a des gens qui sont en couple et ils m'évoquent les 3, 4, 5 infidélités. Et je dis, mais il ne changera pas. Est-ce que vous êtes ok de rester avec quelqu'un qui est dans le plaisir immédiat? Moi, j'ai pas, je sais pas. C'est vous qui voyez si vous êtes ok de ça, mais il fonctionne comme ça. Et puis après, il y a ceux qui tombent dans la marmite. Et ça, souvent, on s'en rend pas compte, mais l'adultère est souvent considéré comme « Oh, non, c'est vraiment pas correct de faire ça, quoi. » Et là, je mets une nuance, parce que des fois, l'adultère, ça nous tombe dessus. Mais non, je vais vous expliquer. Non, je vais vous expliquer. Des fois, on se retrouve, parce que, dans la marmite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est dans notre vie. Des fois, on a un collègue depuis 10 ans, d'accord? On est potes, tout va bien, on n'a jamais imaginé quoi que ce soit. Et puis, on devient vulnérable dans notre vie. J'ai une maladie, j'ai un truc. Et j'ai un moment dans ma vie où je vais être un peu plus vulnérable. Et puis, ce collègue, on va aller déjeuner ensemble, on va discuter, on va se raconter nos vies. Et puis, on va se mettre des petits mots gentils. Et comme je suis vulnérable, je vais être un petit peu plus sensible à ça. Et avec ces fichus messages écrits, je dis fichus parce que c'est vraiment ce qui fout le bazar, quoi. On va s'envoyer un mail, on va s'envoyer un petit smiley, alors ça c'est des trucs, les 3 petits points, gna gna. Au début, c'est pas à connotation entre guillemets amoureuse. C'est vraiment des mails gentils, comment vas-tu, t'as passé un bon week-end. Et puis sans s'en rendre compte, à un moment donné, on va être à échanger tous les jours. Et on va échanger tous les jours. Et ça va être sympa, forcément, puisqu'on est dans la période de dopamine. Et à ces moments-là, le mari ou la femme n'existe plus. Je ne ressens pas de culpabilité dans ces personnes-là. Parce qu'elles se font droguer dans un cheminement qui est qu'elles sont tombées dans la marmite. Alors si elles rencontrent des pervers, c'est compliqué parce que de ce coup, il y a la phase de séduction. Et il y en a un des deux qui peut être dans la marmite parce que l'autre était dans un côté prédateur. Mais des fois, c'est deux collègues qui n'ont jamais trompé qui que ce soit, et puis qui tombent dedans. Alors, ça n'excuse pas, mais ça explique. Et des fois, de comprendre ça, c'est aussi donner du sens à ce que c'est jamais noir et blanc, quoi. Encore une fois, je n'ai pas de jugement de quoi que ce soit, mais c'est d'analyser les comportements en disant c'est pas du tout la même chose de tomber dans l'adultère de cette façon-là que d'être un prédateur ou une prédatrice. Et moi, j'ai vu des femmes qui arrivaient, j'ai une femme, elle arrive, elle me dit, ça fait 3 ans que je suis avec mon amant, c'est plus possible, quoi. J'arrive pas à me détacher de lui, quoi. Je suis droguée, j'arrive pas à me détacher de lui. Et effectivement, ça prend, et là souvent je leur dis, c'est quoi le bénéfice que cette personne vous apporte? Parce que vous êtes dans un truc qui est pas bon, vous n'êtes pas dans une belle relation, mais vous n'arrivez pas à en sortir. Et que ce soit avec un homme marié ou avec quelqu'un qui n'est pas marié, mais en tout cas dans les relations à un moment donné, c'est quoi le bénéfice que vous avez qui fait qu'à un moment donné, ça, je le retrouve dans les relations amoureuses, et j'ai presque envie de dire que ça a la même puissance que les femmes battues. Une femme battue, c'est quelqu'un qui, au début, tombe dans la séduction, ou un homme battu, d'ailleurs, tombe dans la séduction, il ne voit pas la menace,
il nage. Si je prends une grenouille, je la mets dans l'eau bouillante, d'accord, elle ressort tout de suite. Si un gars vient me voir et il me dit tu veux pas coucher avec moi ce soir, je me dis oh, pas lui, bien. On sort du truc. Si par contre on discute, la grenouille plonge dans l'eau froide, elle ne voit pas la menace, elle nage tranquille. Et puis il y a un petit message, un petit compliment, un petit machin, et on se fait complètement ébouillanter dans la route. Et ça, c'est aussi l'adultère. On ne le présente jamais de cette façon-là. Souvent, moi je dis à mes patients, vous êtes tombé dans un marmite. Et vous n'avez pas vu la menace arriver. Et l'anesthésie est là. Alors c'est sûr que ça vous change, le roman d'amour sympa, de Marc Darcy et de Daniel. Potentiellement, c'est quand même un peu ça. En tout cas, moi en séance, j'ai beaucoup de gens qui sont amoureux. Et souvent, c'est de dire, voilà, prendre conscience déjà de ça. Moi j'ai un monsieur, là, il a 60 ans, il n'a jamais trompé sa femme, il chope une maladie, souvent, il se sent pas bien. Et il dit à une copine à son sport qu'il la trouve sympa et jolie. Elle lui dit, mais tu es mariée? Il dit, oh c'est vrai, elle est bien cette nana, quoi. Il arrête. Puis 15 jours après, toc toc toc. Elle est là. Et là, et là c'est plus compliqué parce que là, effectivement, c'est de rentrer dans un truc où on n'a pas vu le truc arriver. Et c'est plus compliqué parce que, bien sûr, ça a amené tellement de dopamine, ça a fait du bien dans un moment. Souvent, on est vulnérable. Et d'ailleurs, quand vous avez des ex qui vous écrivent, je dis souvent aux gens, faites gaffe. Il est dans un moment de vie où il va pas bien. Et donc, il va toquer à la porte de ceux qui l'aiment. Il sait que la personne l'a aimé, il l'a quitté. Il sait qu'en allant chercher un peu ça, c'est souvent des gens dans ces cas-là. Alors, c'est encore une fois, c'est pas des vérités, hein, je nuance pas beaucoup, mais c'est quand même souvent des gens qui, à ce moment-là, quand ils viennent refaire toc-toc, là, c'est souvent des gens qui vivent une rupture amoureuse, ou ils vivent un truc un peu pourri, et ils sont en quête de « Hé, tu m'aimais avant, toi, viens me redonner un petit peu d'affection. » Il faut être vigilant de ça. Ça va? Alors ça, je vous raconte parce que c'était quand même c'était croustillant. J'ai un monsieur qui est venu en thérapie de couple avec sa femme. Le monsieur était, bon, voilà, peu importe. Et le gars me dit, si elle m'aime, elle fait l'amour tous les soirs. Avec moi. Elle avait des cernes jusque-là, ils avaient un bébé d'1 an. Et donc je le regarde et je lui dis, non, je me trompe d'histoire. Ça, c'est autre chose. Bon, je la termine quand même. C'était sur les besoins, celle-là. Parce que de ce coup, effectivement, je lui dis, mais si vous l'aimez, vous la laissez dormir, puisqu'elle a des cernes jusque-là. Donc, qui a raison, qui attend, mais c'était la notion des besoins. Je me trompe d'histoire. Là, c'est un gars qui est rentré avec sa femme. Il commence à prendre la parole et il me dit, ma mère m'a jamais donné d'amour, j'ai souffert du manque d'amour. Mais 20 minutes, quoi. Donc, je regarde la femme et je lui dis, ce qui vous amène en thérapie de couple, c'est la belle-mère. Elle me dit, non, mais mon mari a tellement souffert de du manque d'amour. De ce coup, il m'a trompé. Et il m'a trompé parce que sa mère lui a pas donné assez d'amour. Alors ça marchait peut-être avec les psychanalystes, mais moi je suis pas psychanalyste. Et donc je disais, voilà, maintenant vous êtes votre propre adulte, vous êtes dans votre vie d'adulte. Les parents, ils ont fait leur job aussi bien qu'ils ont pu. Et maintenant vous êtes votre propre adulte. Donc potentiellement en tant que propre adulte, à partir du moment où vous êtes indépendant, ben, vos comportements vous appartiennent, quoi. Et donc je dis à ce monsieur, je te trompe parce que ma mère m'aime pas, je prends pas. Je te trompe parce que je ne résiste pas à la tentation. Vous êtes responsable de votre comportement. Il n'a pas aimé. Hein. Il m'a dit, vous me jugez. Je dis non, et moi je ne peux pas travailler avec déjà votre mère qui n'est pas là et qui potentiellement, elle n'a peut-être pas fait le job. Je suis d'accord avec lui. Mais à un moment donné, on est tous responsables de nos comportements. Et qu'à un moment donné, mais je le dis même aux enfants, quand quelqu'un me renvoie un truc, je suis en retard parce que il y avait des bouchons. Non, je suis en retard parce que je suis en retard. Bon, encore une fois, je suis un peu noir et blanc. Mais n'empêche qu'à un moment donné, il faudrait bien qu'on se positionne en étant en attribution interne, quoi. Je suis responsable de ce que je fais, quoi. Et donc, de dire, voilà. Ah oui, bah, c'était quand même, il y avait ma deuxième histoire sur la vidéo du premier, ouais, c'était pas si loin que ça. Et donc, effectivement, c'est de dire, ouais, apprenons déjà, tu peux pas faire porter à l'autre. Et dans les adultères, j'entends souvent ça. Je te trompe parce que t'as plus de libido, quoi. J'entends que ça amène un souci parce que le couple s'éloigne. Et le gros problème, c'est justement ça, c'est qu'on laisse le couple mourir. Moi, j'ai un ami, il a 50 ans, il est avec sa femme, il se passe plus rien, ils sont colocataires, quoi. Et les enfants repartent. Et je lui dis, tu fais Noël avec qui? J'ai invité ma fille parce que je me vois pas être tout seul avec ma femme, quoi. Et il reste, et il continue comme ça. Et là, tu te dis, waouh, pourquoi on laisse s'abîmer le couple de cette façon-là, quoi? À un moment donné, comment est-ce que je peux pas faire porter à l'autre le fait que je veux vivre autre chose, quoi? J'ai le droit de vivre autre chose,
Et justement, cette communication dans les moments où on ne laisse pas pourrir le couple et on vient. Le gros problème, c'est que souvent on a peur de perdre l'autre. Et ça amène des comportements où on fait de l'évitement, on met sous le tapis et on laisse, puis on laisse pourrir, quoi. Et on se retrouve dans des couples qui sont abîmés. Et je pense que si on a déjà, justement par rapport au fait d'être dans son univers, l'autre ne peut pas tout nous apporter. Et donc potentiellement, on peut vivre sans l'autre. Souvent les jeunes, quand je leur dis tu peux vivre sans l'autre, non. Donc c'est compliqué. Mais c'est encore plus compliqué quand je trouve qu'il y a déjà un certain nombre d'années de vie commune. Bah oui. Un jeune couple, il aura plus facile à se séparer qu'un... Ah non, non. Ça c'est vraiment... Vous savez, j'ai une jeune fille, on peut le faire par rapport à ça. J'ai une jeune fille qui est venue en rupture amoureuse. Elle avait 17 ans, elle se scarifiait. Donc elle était quand même dans des risques suicidaires. D'accord ? Et elle arrive et elle me dit, et je dis, qu'est-ce qui se passe ? Rupture amoureuse, mon chéri, il m'a quitté. D'accord ? Je dis à cette jeune fille, ça fait combien de temps que vous étiez ensemble ? 3 semaines. D'accord ? Quand elle me dit 3 semaines, la majorité des gens, et faites gaffe même, alors pour vous, mais aussi pour vos jeunes adultes, souvent, quand il y a une rupture amoureuse, on veut enlever ça. Et on va lui dire, oh, 3 semaines, t'en verras d'autres, t'es toute jolie, Anne perdue, 10 de retrouver. Il n'y a rien de plus pourri. Et ça veut dire qu'il faut sortir, il faut entendre qu'une rupture amoureuse, quelle qu'elle soit, ça peut devenir une blessure narcissique très très violente. Et que cette jeune fille, elle a 3 semaines avec ce gars et elle est fracassée. Parce que justement, dans tous ces schémas, elle n'existait que à travers lui. C'est là que ça devient dangereux. Une rupture amoureuse, vous n'imaginez pas, c'est un vrai traumatisme. Alors, ça peut l'être quand on a plusieurs années et qu'on n'imagine jamais que l'autre partira, mais ça peut l'être au début d'une relation. Tout dépend aussi de la construction psychique. C'est pour ça que j'aime bien que les gens existent sans l'autre aussi, en disant, tu as ton univers, tu as ton socle et la relation amoureuse. Et donc, la blessure narcissique peut être vraiment, vraiment dangereuse. Une rupture amoureuse est pour moi un des activateurs les plus violents qu'on va rencontrer dans notre vie. Et c'est là où il faut être très vigilant de ça. Et bien sûr qu'il faut checker pour voir si, voilà, comment j'essaie de passer du côté droit, quel sens je donne à cette rupture. J'ai une jeune fille là, que je suis qui est adorable, elle est avec un gars, c'est terrible. Lui pour le coup c'est vraiment quelqu'un de très très néfaste. Et elle s'est rendue compte que voilà, il avait une double vie depuis, enfin voilà. Et elle est toute jeune, elle a 25 ans, elle est fracassée. Et à un moment donné, je lui ai dit, quel sens tu donnes à cette rupture ? À un moment donné, qu'est-ce que tu en fais ? Et elle m'a dit, j'étais pas libre avec lui. J'avais tellement peur de le perdre que j'étais jamais libre. Dès qu'il faisait un truc, et elle dit, je crois que j'ai récupéré une forme de liberté. Ok, accroche-toi à ça, parce que quelque part, c'est de comprendre qu'on peut toujours donner du sens à quelque chose qui est arrivé pour se rendre compte que c'est une rupture relationnelle. Vous savez, si on évitait les BFF, là, les best friends, je sais que tous les jeunes, les BFF, là, les best friends forever, ma fille, quand elle me disait c'est ma BFF, je dis ouais, demain, si elle te pique ton mec, tu verras, ce sera plus ta BFF. Hein. Il y a des conditions, hein, les relations, elles sont conditionnelles. Ça veut dire qu'on peut tous vivre une rupture. C'est mieux de le conscientiser avec ce côté, j'ai rien contre le mariage, mais c'est vrai qu'il faut y aller hein, pour dire, je t'épouse pour le meilleur et pour le pire. C'est chaud quand même, hein. C'est quoi qu'il arrive, je resterai. Enfin, c'est puissant, il faut y aller. Hein. Et ça veut dire qu'il faut conscientiser aussi que, ouais, il faut faire gaffe, quoi. Moi, à chaque fois que je vais à un mariage, je dis, ceux que je connais ou celles que je connais, et t'es marié pour la vie, pour l'instant, hein. À condition qu'il soit sympa avec toi, hein, parce qu'à un moment donné, tu vas pas rester avec quelqu'un qui fracasse, quoi. Hein. Donc, quelque part, on est marié pour la vie, pour l'instant, et là, on travaille beaucoup mieux le couple. Parce qu'on fait beaucoup plus attention que si c'est tout est acquis. D'ailleurs, des études ont montré que quand tu es 10 ans en couple sans être marié et que tu te maries, c'est une boucherie. Hein. Parce que derrière, tout le monde se laisse aller, quoi, parce que c'est acquis, quoi. Et non, c'est pas acquis. Une relation, on est tous sur des sièges éjectables. Moi, la veille de la ménopause, si mon chéri me quitte aujourd'hui, c'est une arnaque. Hein. Je connais la règle du jeu, je l'ai intégrée. Intellectuellement. Après, psychologiquement, je pense que je vous dirai autre chose, mais intellectuellement, personne n'appartient à personne, quoi. Et d'être déjà dans ce genre de relation, je t'aime, mais j'ai pas besoin de toi, c'est violent et en même temps, c'est super beau, quoi. Alors voilà, vous regarderez la vidéo, c'est sympa, je vous l'enverrai. Et ça, c'est juste un petit clin d'œil parce que le lâcher prise, c'est toujours compliqué. Quand on dit à quelqu'un qui vient de vivre une rupture amoureuse, lâche prise, on a juste oublié que l'autre pouvait être son univers, quoi.
Et que si vous dites à quelqu'un de lâcher prise alors qu'il a le sentiment juste qu'il y a 300 mètres de vide en dessous de lui, que sa vie elle est finie, qu'il ne peut pas vivre sans l'autre, on ne peut pas dire à quelqu'un de lâcher prise, puisque quelque part dans sa représentation, il n'existe plus sans l'autre. Et c'est de la survie. Et là, il faut dire, attention, tous ceux qui ont du mal à lâcher prise, c'est qu'ils ont une impression que sans l'autre, ils sont rien. C'est là où ça peut amener vraiment des risques émotionnels, des risques suicidaires, parce qu'effectivement, il faut réussir à dire, non, on va essayer de mettre un petit plancher en dessous pour se rendre compte qu'on peut lâcher, et que de ce coup, on peut se retrouver dans quelque chose où on peut continuer, il faut forcément le travailler, mais on peut continuer. Et je voulais quand même finir pour une petite note positive en disant comment est-ce qu'on passe de ces moments qui nous fracassent à quelque chose qui peut être un peu plus dans l'apaisement. Il y a un truc super là actuellement sur Netflix qui s'appelle la méthode Stutz. Et c'est une interview d'un psychiatre par son patient qui est un acteur, je ne sais plus son nom, j'étais honteuse parce qu'on m'a dit qu'il était connu, je sais pas c'est bon. Et le jeune m'a dit il est super connu. Et le gars disait voilà, comment tu te reconnectes à toi-même quand tu es fracassé? La première étape pour se reconnecter, c'est le corps. Sommeil, sport. Quand je dis sport, c'est activité physique, on peut faire de la marche. Activité physique, sommeil et nourriture. D'accord? Si on retrouve cette hygiène-là, c'est déjà, sur le plan psyché, quelque chose d'hyper important pour se reconnecter à soi-même. Ça paraît un peu pipeau, mais c'est hyper important. De plus en plus de psychiatres rajoutent la méditation. La méditation, c'est pas se mettre sur le pouf, forcément. C'est aussi de dire, tu peux la vivre dans le moment présent. Quoi. Tout à l'heure, en début de séance, je me suis rendu compte à quel point j'étais pas dans le moment présent. J'avais un petit peu trop de cortisol et j'arrivais pas à être du tout en phase, tellement j'étais pas dans le moment présent. J'étais un peu trop envahie. Et ça, c'est de travailler cette méditation pour de plus en plus dans vos moments, quand vous les vivez, de juste dire, tiens, je suis en train de boire mon café. C'est déjà du moment présent. L'autrui, c'est forcément la relation aux autres, et effectivement, sans être dans des attentes, c'est mieux. Et puis le soi, c'est comment on se reconnecte à notre univers. L'écriture est un moyen assez sympa. Phil Stutz nous dit, prends un bloc, t'écris tout et n'importe quoi, et puis tu vas te voir que ça va te reconnecter à ton inconscient. Ça va te permettre aussi de te reconnecter à toi-même. Mais les étapes passent du corps en premier pour pouvoir remonter. Et quand on est fracassé, vraiment, commencer par le corps, c'est vraiment un conseil. Ça, c'est Viktor Frankl dans un bouquin qui s'appelle « Donner du sens à sa vie ». Il dit que pour donner du sens à sa vie, il faut s'accomplir, réaliser quelque chose. Ça peut être une famille, ça peut être un tableau, ça peut être tout ce que vous voulez en accomplissement, peu importe, des missions que vous vous donnez dans votre vie. Les relations sociales, même pour les introvertis, on sait que les relations sociales font du bien. Et que, effectivement, de maintenir un petit peu ces relations d'amour, d'amitié, c'est des choses quand même qui vont nous connecter à l'autre et qui vont être sur le plan psyché hyper important. Et puis de donner du sens à la souffrance. Et ça, c'est son troisième point, en disant, voilà, la vie, elle n'est pas que rose. Si j'arrive à donner du sens aux événements qui me touchent, on va être dans quelque chose qui va nous permettre d'avancer un petit peu mieux. Alors, je vous lis la phrase parce qu'apparemment, elle n'est pas... Le véritable amour, c'est quand tu vois le crapaud derrière le prince charmant. J'avais envie de finir avec ça en disant à un moment donné, voilà, c'est plutôt de prendre l'autre tel qu'il est, avec une harmonie, du respect, et ça permet d'être généralement dans des belles relations. Ouais. Désolée, j'étais un petit peu plus long. Oui. Merci. C'est de sa faute. Oui, c'est bien, il y a eu des questions pendant, bien sûr. T'as des questions? Non, moi tout ce qu'elle a dit, je le sais. Non? Franchement, non, je sais beaucoup de choses. Ça a l'air d'être sérieux, hein? Il renvoie que la communication est importante, bien évidemment. Elle m'a rien. Bien évidemment, mais Globalement. quand je parle de nomme ton besoin, c'est Sans voilà, pour autant, exprime tes peurs. pourquoi tu joues Vous les savez, victimes, quelqu'un qui est en colère, un jaloux, oui. il a peur de Je trouve que quitter. je joue beaucoup les victimes. Et ouais. plutôt que de Pourquoi dire t'as j'ai un peur de plaisir? quitter, il aura tendance à J'aime dire le plaisir t'es où, immédiat. machin, il va exprimer de la colère. Je suis, oui, c'est Vous avez vrai. raison, Je la sais. communication est hyper importante. Ouais. Ouais, bien sûr. Je crois qu'il y a un mot que vous avez parlé de temps,
va toujours. Oui, c'est bon là, oui. Le mot bonheur. Quand on entend le mot bonheur, ça m'a toujours inquiété, même quand vous en avez un peu parlé ce soir, parce que bon, je fréquente beaucoup de personnes. Et quand j'entends, oh, moi je suis heureux. Je dis, mais tu es heureux pourquoi? Je sais pas, moi je suis heureux. Ce mot heureux, le bonheur, il est mis dans n'importe quelle situation. Et moi je sais très bien, parce que je sais bien que, tiens, comment tu peux être heureux et avoir du bonheur de la façon qu'il dit. Ça m'a toujours inquiété, ça. Alors, déjà, ça va être très subjectif parce que ça va être propre à chacun. Mais je pense que, très clairement, le bonheur, ce sont des moments. Mais comme l'amour. Moi, des fois, là, je l'aime pas. Hein. Je vous promets, il m'énerve. Il y a des moments, je l'aime pas. D'accord? Ça veut dire qu'il faut aussi arrêter de dire, voilà. Et je crois que ce soit en amour ou dans le bonheur, c'est pas tout le temps. C'est des moments. Et si on a compris que ce sont des moments qui vont faire une construction, on est, pour moi, ce qui nous permet d'être le plus en phase avec le bonheur. Mais encore une fois, ça ne dépend pas de l'autre. C'est tout le travail qu'on va faire par rapport à notre histoire, par rapport à l'estime de soi, à la réalisation de soi, à l'accomplissement de soi. On ne peut pas. Voilà. Et bien sûr que le couple, c'est une partie du bonheur. Quand tu es avec quelqu'un avec qui c'est plutôt chouette, et bien évidemment, mais ça reste que des moments pour nous. Alors après, il y a des gens qui sont. Voilà, des gens, cette jeune fille, quand elle est avec ce gars-là, elle a eu des moments de bonheur. C'est pour ça qu'elle a eu du mal à lâcher aussi. Elle a eu beaucoup plus de moments fracassants. Et en fait, c'est cet équilibre aussi, et de voir si, à un moment donné, sur le plan émotionnel, on est aligné aussi avec ça, quoi. Mais, ouais, je suis d'accord. Et encore une fois, si quelqu'un me dit, je suis super heureux dans ce que je vis, c'est génial. Parce que s'il le croit, c'est que déjà, ça va arriver. Et donc ça veut dire que c'est aussi de dire tu as des gens, en plus tu as des gens qui vont être moins exigeants ou moins. T'en as, tu te rends compte que la perception elle va être tellement personnelle que ce gars-là il est peut-être super heureux et bah, tant mieux pour lui. Si en plus il imagine c'est tout le temps, c'est super. Bah, moi à la limite j'ai presque envie de dire, même pas. À partir du moment où il est heureux, c'est top quoi. Moi, tant que les gens vont bien, moi j'avais un monsieur, une fois il est venu en séance, c'était des bilans de compétences. Et il arrive, le gars il croyait mais super fort en lui. Quoi. Et il me dit, vous savez, je sais plus s'il y a peut-être un vieux. Il me dit, vous savez, il y a des gens, ils croient qu'ils sont forts. Hein. Et vraiment, ils sont nazes quoi. Et lui, c'était génial cette phrase. Et tu sentais à quel point le gars, mais il était fort. Et moi je préfère les gens qui croient des choses fausses, mais qui les font monter, que des gens qui vont croire des choses où ils vont être tout le temps exigeants. Tout le temps. Vous savez, il y a un truc qui pour moi, dans nos émotions, on a des parties émotionnelles très importantes. Il y en a une qui est terrifiante, c'est la partie juge. Hein. Qu'est-ce qu'on est dur avec soi-même, quoi. Moi, avant de venir, je me disais, au pire du pire, qu'est-ce qui se passe à cette soirée, quoi. Au pire, il t'aime pas. Je le résume, hein. Mais c'est un peu ça, quoi. Et il n'y a personne, c'est encore pire. Au pire, c'est sympathique d'être venu. Mais d'aller au pire du pire, de dire voilà. Et encore une fois, les croyances limitantes sont souvent bien pires que celles qui. Je crois que celui qui croit en lui ou qui est dans cette dynamique positive, moi je les envie, quelque part, parce que ils sont vraiment dans un curseur. Il y a Albert Jacquard sur une vidéo qui dit ce sont les prévisions autoréalisatrices. Si je crois que je suis nul, je vais finir par le devenir. Parce que je vais m'auto-saboter, etc. Si je crois que je suis fort, je vais plutôt aller vers ça. Et j'avoue que j'adorerais que tous nos enfants aient beaucoup plus ce curseur de... C'était un acteur qui parlait de sa fille qui était autiste et qui portait... Voilà. Et je ne sais plus son nom. Et il était interviewé et sa fille est venue en disant « Papa, est-ce que je suis handicapée ?» Parce qu'à l'école, on dit que je suis handicapée. Et le papa a dit à sa fille « Qu'est-ce que t'en penses, toi ?» Elle dit non, moi je crois que je suis normale. Et j'ai presque envie de dire que tant qu'elle croit qu'elle est normale, ça sera déjà moins violent que si en plus elle croit ou qu'on vient lui dire mais non. Et donc cette croyance quelque part, ce papa disait je vais laisser parce que tant qu'elle croit qu'elle est normale, elle va avancer beaucoup plus que si elle s'auto-sabote. Oui mais n'empêche, j'ai presque envie de dire que je prends un excès, mais dans toutes les situations, on est souvent juge avec nous-mêmes de façon terrifiante par notre éducation, et encore une fois, on laisse les mères tranquilles, hein, mais par
par justement tous ces schémas, tous ces modèles, toutes ces transmissions de génération, etc. C'est là où c'est l'histoire de chacun, mais ouais, le tout sabotage, il est quand même assez fort, quoi. Chez beaucoup de gens. Qu'est-ce que j'ai comme sentiment d'imposture chez les gens que je vois, quoi. Ah, ça va, quoi, t'as ta place. Et comment est-ce qu'à un moment donné, tu la prends, quoi. Ouais, moi j'aime bien les gens qui sont tout le temps heureux. Ah, je pense qu'on a des cultures on a des cultures. Moi j'ai mes amis belges à côté. Je vous promets, les Belges, c'est quand même ça. Enfin, ils ont un côté. Ils sont moins juges, moins critiques que nous, beaucoup moins. Moi je l'ai vu quand j'étais dans le tennis. Je jouais un match de tennis en France. Quand je mettais un point dans l'équipe, enfin dans le terrain adverse, quoi, on m'applaudissait pas. Les Belges ils disaient, madame, vous jouez bien. C'était trop, c'était génial. Parce que tu disais, mais il est de quelle planète lui? Je joue contre une nana de son club et il est en train de dire que je joue bien. C'était génial parce que je me disais, mais il n'y a que les Belges pour faire ça. Ah non, mais je vous promets, ils sont comme ça, ils sont sympas. Mais en tout cas, culturellement, nous on est très juges. Qu'est-ce qu'on est juges? Allumer le poste de télévision, on va critiquer la robe, on va critiquer. Même Miss France, on arrive à critiquer, dire qu'elles sont moches, quoi. Enfin, allô la terre, tu te dis, on n'est pas gonflé quand même, hein. Voilà, on est ouais, les cuisses, tu te dis, ah, c'est Miss France, quoi. Et en fait, Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, vous avez raison. Qu'est-ce qui fait que je suis là? C'est pas faux. Et donc, quelque part, c'est un petit peu tout ça, mais ça se joue de notre histoire. Après, c'est toujours de checker qu'est-ce qui se passe émotionnellement chez moi, quoi. Et effectivement, c'est quoi la définition du bonheur? C'est compliqué, hein. Bien sûr, c'est compliqué. Après, effectivement, moi, je pense que l'erreur, c'est de croire que le ciel est toujours bleu, quoi, avec du soleil. Et je crois qu'il faut intégrer qu'il y aura de la douleur, qu'il y aura de la souffrance, mais que la vie, c'est ça. Et je crois que le bonheur, c'est de réussir à intégrer que la vie peut nous amener des moments difficiles. Et c'est ce qu'on va en faire qui va nous permettre d'être heureux. On a tous des raisons à un moment donné d'être fracassés par la vie. Et plus ou moins, hein. On n'a pas tous non plus la même dose. Mais qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Et je pense que c'est beaucoup plus la perception, mais un peu comme la rupture amoureuse, hein. Je peux en faire une perception qui m'amène au suicide, et je peux en faire une perception qui est... c'est le champ des possibles, avec de nouvelles rencontres. Non, mais ça vient un peu de la société française. Sure. Peut-être française, quand on voit, en regardant ce matin des sondages, 92% des Français trouvent que ça va mal, que c'est foutu, que ça me fait toujours hors de moi. Ben oui, mais on a un peu cette culture de râleur, hein. On est connu comme râleur quand même. Et c'est là où on peut changer la donne, hein. Il suffit que nous, on râle plus. Hein. Mais vous voyez, vous râlez sur les râleurs. En fait, on râle tout le temps, quoi. Je voulais savoir, quand vous parlez de dopamine, en fait, est-ce que c'est possible qu'on passe de tous ces moments de dopamine, donc on enchaîne les relations amoureuses à répétition, et qu'à un moment donné, on traverse une période, ou alors c'est peut-être pas une période, où justement tous ces moments de dopamine ne nous intéressent plus parce qu'on sait qu'il n'y a pas de construction derrière, en fait. On sait qu'on va peut-être s'attacher à quelqu'un qui n'est pas dans la construction d'une relation, et je ne sais pas si je confonds. Alors, je réponds et vous me dites si je réponds correctement. La dopamine, elle est dans toutes les relations, qui vont bien finir ou qui vont mal finir. Ce qui fait qu'on a de la dopamine, c'est parce que c'est nouveau. Donc, on est par exemple en couple avec quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre qui vient, l'excitation de la nouveauté, on ne l'aura pas dans l'autre. Donc ça veut dire que la nouveauté amène la dopamine. Donc ça, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont émettre beaucoup plus dans la répétition de nouveautés, donc de nouveaux partenaires. Donc si on rencontre des personnes et qu'on n'est pas dans la dopamine, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui va nous correspondre. Alors. Bah, c'est quand même, moi, si au début on n'a pas beaucoup de dopamine, c'est compliqué. Un jour, il y avait c'est pas de moi, c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé que ce soit de moi, mais c'était un thérapeute, il parlait anglais à l'époque, mais je me souviens plus de son nom. Il disait, si vous rencontrez un gars ou une nana, physiquement, c'est un premier contact physique, vous regardez la personne, d'accord, mettez-lui une note de 0 à 10. Si vous lui mettez 9 sur 10 ou 10 sur 10, sauvez-vous en courant. C'est chaud, c'est trop passionnel, et c'est trop bouillant. Donc il faut faire là. Si vous les mettez entre 0 et 5, passez votre chemin, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un peu... Et si vous les mettez entre 6 et 8,
il y a peut-être un chantier à construire. Vous voyez, alors moi souvent, dans mon cabinet, je peux, à l'extérieur, je peux pas. Quelle note vous lui avez mis sur 10 la première fois que vous l'avez vu? Si les gens ils me disent 3, c'est plus compliqué parce que ça veut dire qu'il n'y a pas ce désir, il n'y a pas cette attirance. Et ça fait partie aussi de la relation. S'ils me disent 10, c'est Hartung, parce que là, elle est complètement... Et ça, c'est d'ici, hein, Hartung, hein, c'est pas de chez moi. Et là, c'est de dire attention, parce que, ouais, c'est peut-être trop bouillant et on ne voit plus du tout, on est dans quelque chose. Mais encore une fois, c'est toujours ce dosage. Parce que quand on démarre une relation, l'amour, c'est quand même, quand vous regardez physiologiquement, je ne vous ai pas mis la vidéo, mais quand on regarde physiologiquement le corps de quelqu'un qui est dépressif, il est vide, il est bleu. Quelqu'un qui est amoureux, il est rouge. C'est où? Enfin, ça fait du bien, quoi. Donc ça veut dire qu'effectivement, après, voilà, c'est ce curseur. Après, tu as des gens qui sont dans un petit peu ces conquêtes nouvelles, et puis un jour, ils tombent sur quelqu'un où ils retrouvent une forme de dosage qui permet d'aller bien. Les prédateurs, non. Hein. Quelqu'un qui est prédateur, il est prédateur, mais des fois, tu as des gens qui vont changer, puis qui, à un moment donné, tombent sur quelqu'un où ça va se poser, quoi, parce que justement, il y aura un bon équilibre. Encore une fois, la dopamine, c'est pas quelque chose de pas bien. Hein. Vous avez vu dans les 4 bulles, il y avait de la dopamine, mais c'est quand il y a qu'elle ou qu'elle est excessive, il faut faire. Moi, je me souviens d'une jeune fille qui était elle était amoureuse d'un gars qui était marié. Elle n'arrivait pas à s'en défaire, ça faisait 9 ans qu'elle était de 21 à 28 ans, il avait eu des enfants avec sa femme, il lui promettait tout. Et je disais, mais qu'est-ce qui vous a... vous n'êtes pas débile. Si vous restez avec lui alors que vous voyez bien que ça ne va pas, c'est qu'il y a un truc, à un moment donné, il faut trouver ce truc qui fait qu'elle est bleue de lui. Quoi. Et elle me dit, j'étais nounou des enfants et j'arrive à l'école et je vois ce papa et je me dis, jamais un mec comme lui s'intéressera à moi. Voilà les culs. Enfin, en tout cas, j'ai dit, ah ben c'est bon, je l'ai, votre bénéfice. Il lui a donné tellement ce sentiment d'existence que de ce coup, elle était que reliée à lui. Quoi. Et là, bah, je veux dire, elle est dans la dopamine, elle n'arrive pas à le quitter. Le danger de cette dopamine, c'est la dépendance affective. J'arrive plus à quitter l'autre tellement j'ai l'impression qu'il n'y a que cette personne-là qui pourrait me rendre heureuse. Celle qui vient de quitter ce garçon là au bout de 3 ans, je lui dis mais c'est quoi qui t'a apporté? Et elle me dit, tu sais, c'est la première fois qu'un garçon me dit qu'il me quittera jamais. Et il la voyait bien être sa femme, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. La femme, la mère de ses enfants, elle était prévue pour ça. Hein. Mais olé, il n'était pas là. Quoi. Et elle me dit, c'est le seul qui m'a dit qu'il ne me quitterait pas. Et je dis, mais tu l'as interprété comment? Et elle m'a dit, bah, c'est le seul qui considérait que j'avais suffisamment de valeur pour être aimée presque inconditionnellement. Quoi. Et donc elle l'a pris sur un curseur très positif. Quoi. Et là, bah, c'est plus compliqué après de quitter parce que c'est le seul qui pourra m'aimer ou en tout cas me donner ça. Les autres me quitteront potentiellement. Mais lui pas, quoi. Et elle l'a vu comme du bénéfice. J'ai répondu à une question parce que je parle dans tous les sens. Si on comprend qu'on n'a pas besoin de quelqu'un pour se valoriser et vivre, en fait, si on est heureux seul, est-ce qu'on fait le plus le tri dans nos rencontres? Ah, certainement. Mais donc ça veut dire qu'on n'est pas forcément... je parle pour moi, mais je veux dire, je rencontre des fois des hommes et franchement, c'est la cata, le premier rendez-vous, mais c'est une horreur, quoi. Le mec, il me parle de son ex, mais tout le temps. Enfin, c'est un truc de fou. Je viens à un rendez-vous, on me parle de l'autre. Alors, sachez, ça tout le monde n'est pas au courant, mais sachez-le, parce que les femmes ont besoin d'exclusivité. C'est même pas ça, c'est que... Dans les curseurs, l'homme a besoin. Il n'est pas remis de sa relation, quoi. Et du coup, il se dit prêt, alors qu'en fait, il me dénigre son ex. De fou, quoi. Bon, et je suis là pourquoi, en fait. Généralement, alors moi je préconise, j'adore ce que je fais. Moi je dis toujours, s'il n'a pas 2 ans d'arrière avec l'ex, n'y allez pas, quoi. Ah, mais là, on y va vite, hein. 2 ans. Ah ouais, bah, et pareil, hein. Les filles, je leur dis toujours, si vraiment tu veux savoir, ne couche pas les 6 premiers mois. Elles me disent, mais ça va pas, Karine? Mais alors je dis, bah donc vas-y, mais considère que tu vas faire une partie de plaisir. Tu vas faire un match de tennis. Je ne peux pas dire un match de tennis parce que quand je fais un match de tennis, je suis mal à l'aise. Mais c'est un match de tennis, quoi. C'est la partie de plaisir sexuel. Moi, je suis OK de ça. Mais il ne faut pas qu'on considère que, ah non, mais on est dans l'intimité et il me quitte, quoi. Bah non, tu l'as vu 3 fois, vous couchez ensemble, j'ai pas de problème avec ça. Mais on ne peut pas parler qu'on se connaît, qu'on est ensemble, quoi. On est juste à partager un moment de plaisir. Et c'est OK. Mais il faut juste remettre le curseur au bon endroit, parce que souvent je leur dis, mais il y a une nana à 34 ans, elle me dit, le 3e rendez-vous, il veut monter. Je lui dis non. Il me dit, oh c'est bon, on n'est plus des ados. Hein. Ouais, c'est une façon de voir les choses, j'ai aucun problème avec ça, mais
Mais elle a le droit, elle, de considérer qu'à un moment donné, elle n'a pas forcément envie de... Elle préfère peut-être faire un tennis. Mais potentiellement, elle peut faire d'autres activités de plaisir. Il n'y a pas de vérité. Si les deux sont OK, ça va bien. Mais après, effectivement, aujourd'hui, bah oui, on a... Bien sûr, des attentes de chacun. Après, moi, j'imagine mal sur un site de rencontre mettre... que c'est pas un truc sérieux qu'on cherche, quoi. Ou alors il y a des sites spéciaux de ça. Moi j'ai une copine, elle est sur les sites plan cul, comme elle dit, elle me dit moi c'est un site spécial ça me va bien. Mais c'est ok, moi tout est ok de toute façon. Mais c'est juste de savoir où on va et de dire si je couche le 3e jour, il faut que je sois consciente que potentiellement on n'est pas dans une relation pour l'instant d'intimité. On est dans une relation de partage sexuel et c'est ok. Mais les attentes sont pas les bonnes si dans ce cas-là on a le sentiment. Et peut-être que si, hein, peut-être qu'on couche le 3e jour et que tout compte fait c'est une belle histoire qui va durer, je sais pas combien de temps, parce que c'est fini. Mais c'est plus dans les curseurs où il faut être juste dans ce principe de réalité, quoi. Tu vois 3 fois le gars, tu le connais pas, quoi. Et oui, c'est sûr que moi je l'ai mis dans mon bouquin. C'est sûr que tu parles de ton ex. Moi, il y a un gars, le fameux qui sont pas bons là. Et ici, je peux le dire parce que je suis pas dans le Nord, hein. Je suis open ici. Il me dit. Je suis allée manger avec la nana et je lui ai dit que j'avais rencontré une femme que j'avais aimée profondément pendant 5 mois et qu'elle m'avait foutu 10 ans de dépression. Et j'ai pas compris parce qu'elle a tourné son nez, quoi. Je dis, tu passes pas après ça, quoi. Je veux dire, tu as déjà le fantôme de la nana qui a juste... Enfin, ça se dit pas, quoi. En tout cas, tu vas voir le psy pour dire ça, mais tu ne dis pas à ton potentiel nouvelle... Là, dernièrement, on devient les psys, quoi. Clairement, moi, je suis la psy. À chaque rencontre, je suis une psy. Ouais, voilà. La prochaine fois, je me fais payer 50 € la séance parce que je suis la psy du mec, quoi. Mais un truc de malade. Encore une fois, c'est à vous de mettre ce curseur. Ah, mais je le mets, vous inquiétez pas, il n'y a pas de suite. Hein. Mais voilà. Oui, là, en ce moment, waouh. Ouais, mais en même temps, mais quand je vous dis que mon boulot, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut rembourser les séances de psy, hein, parce que nous, on devient les psys à la place des psys. Hein. Mais c'est pas que... Je deviens. Mais vous avez raison, mais quand je vous dis que je vois que ça dans mon boulot, mais c'est parce qu'on voit que ça dans notre vie, quoi. On voit que ça dans notre vie. Donc tout est relation. Et toutes ces relations, aujourd'hui encore plus qu'avant, je veux dire, et si vous regardez les films américains, sur la route de Madison, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, elle trompe, mais elle revient. Les films français, je l'aimais, Daniel Auteuil, ils trompent, c'est le carnage, où ils partent, on est beaucoup plus open bar, quoi. C'est aussi dans cette mentalité-là où aujourd'hui on a envie de dire fais-toi plaisir, on n'a qu'une vie. Et toutes ces phrases-là, on se rend pas compte à un moment donné qu'on les a mis, mais tout et n'importe comment, parce que c'est de dire, c'est pas de rester pour rester, c'est pas de partir pour partir, mais c'est juste de dire à un moment donné, communiquer, et c'est pas le truc pour rire. Si vous n'êtes pas bien, arrêtez, si vous êtes bien, continuez, si vous n'êtes pas bien, cherchez à voir si vous pouvez changer. Moi, les thérapies de couple, je fais voir vous avez bien compris qu'ici, je ne vais pas vous vendre des séances, mais je me rends compte qu'en les thérapies de couple sont quand même assez sympas par moment. Sur 3-4 séances, on arrive à remettre des curseurs où les gens se rendent compte qu'à un moment donné, le fond est bon, quoi. Mais la forme, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une communication. Le gars, cette semaine, il m'a dit, quand on vit sur le Titanic, elle s'attend à ce que je sois calme. Je dis, c'est pas faux, c'est une belle image. Il y a des moments dans la vie, c'est le Titanic, quoi. C'est peut-être pas le moment là où il faut balancer tout ce qu'on ressent, quoi. Je dis toujours, la phrase que je donne, mais je suis remplie de cortisol, ce soir, je plie mes trucs, c'est pas d'action dans l'émotion. À un moment donné, tu laisses poser le truc, quoi. Des fois, on répond trop vite, et puis là, on dit des choses, mais qui peuvent blesser, et qui coupent l'autre en deux, et on perd une relation parce qu'on balance des choses émotionnellement. Et là, encore une fois, c'est pas l'autre le problème, c'est comment est-ce que nous, on gère, qu'à un moment donné, on ne peut pas balancer tous nos états d'âme à l'autre, quoi. Ça va, quoi. Et c'est là où il faut faire un truc. Il ne faut pas forcément aller voir le psy, mais il faut checker chez soi en se disant pourquoi j'ai peur de la perdre, pourquoi j'ai de colère, pourquoi... Voilà. Et bien sûr que ce gars, quand il arrive, il est sans doute encore vulnérable. C'est compliqué. Ouais. Ça va ? Ouais, mais il y a des relations pansement qui finissent sur 20 ans derrière. Enfin, c'est peut-être de considérer qu'il n'y a pas de vérité. Après, voilà, c'est de faire attention et de se respecter et de checker, mais il n'y a pas de vérité. Après, prendre un gars qui vient de sortir d'une relation, une nana qui vient de sortir d'une relation, c'est sûr que potentiellement, le deuil d'une relation, c'est comme un deuil, hein, il faut du temps. Hein. À un moment donné, il faut accepter. Et après, en même temps, une nouvelle relation peut donner... moi, je dis toujours, hein, c'est encore mieux qu'une thérapie. Hein. Si je me fais quitter et que quelqu'un d'autre me drague, ça fait du bien.
Et ça permet aussi de se reconstruire un peu. Alors, c'est le mauvais curseur parce que je me sens ailé de l'autre, mais ça fait bien quand même de se sentir un peu ailé de l'autre. Pas non plus. Les joueurs de lance préfèrent jouer avec leurs supporters qu'un micro. Pensez pour lance ce soir. Ils mettent 2-0. Mon chéri va être content. Je ne sais pas, une femme battue demain. Ouais, il a dit non. Mais c'est mieux quand il gagne quand même. Je vous promets que le Titanic est moins bonheur. Je peux rentrer. On pourrait passer la nuit parce que c'est un sujet tellement sympa. Enfin, pas toujours. Intéressant, ou en tout cas c'est tellement à tous notre quotidien. Oui, j'entends. Ouais. Ouais, mais c'est parce que j'ai un côté où j'avais envie d'être positive. Mais c'est passionnant le domaine.